Alors, je salue les gens autour de la table pour cet autre épisode de la balado de Fred Savard. Godefroy Laurando, Simon Jaudoin, collaborateur habituel. Bonjour. Bonsoir, Fred. Bonsoir. Salut, Fred. Ouais, il faut dire bonsoir. Ben, moi, je pense à tout le monde. Moi, je dis toujours bonjour. Je trouve ça plus simple. Moi, je dis salut. Je dis bon matin Il aussi. y a un peu de discrimination dans votre propos, je trouve, ici. Je sais. On reçoit également Marie-Christine Doran. Mais il paraît qu'on peut dire Doran. C'est comme vous voulez, tant que vous dites pas bonjour, hi, Non. ça va. Professeur titulaire en sciences politiques, spécialiste d'Amérique latine à l'Université d'Ottawa. Et vous êtes ici parce que j'ai fait un appel à tous. Je vais l'expliquer tantôt, mais vous allez nous aider à comprendre la Bolivie. Il se passe des choses graves. Oui, absolument. Et vous êtes spécialiste de cette région, donc on va pouvoir comprendre ça avec vous. Et notre invité cette semaine, c'est l'essayiste et éditeur Marc Fortier qui a passé une année complète dans la tête de Boc-Côté. Je pense qu'on peut dire ça. On peut dire ça. Vous avez passé la tête, l'année complète à lire, à suivre, à écouter, à regarder tout ce qu'a fait M. Boc-Côté. Vous en avez fait un extrait, un essai plutôt. Alors voilà, mon Dieu, je déparle. On est vraiment Parce que prêts. ici, le mot extrait, je pense, ne peut pas s'appliquer. Non, voilà. Alors on est prêts pour ce 8e épisode de la saison 2 de la balado de Fred Savard. Bon, là, je dis 8e épisode. C'est mélangeant parce qu'on marche en saison radio, mais c'est de la balado. Dans le fond, c'est le 30e épisode. Je devrais dire ça. Oui, tout à fait. Bonjour, 30e épisode. 30 épisodes déjà, tabarouette. Hein? Et Godefroy? c'est pas des 15 minutes, là. C'est pas des 15 minutes. Vous avez passé une belle semaine, tout le monde? Oui, Oui, oui. Oui? Un peu mouvementé, mais Oui. avec la Bolivie. Oh oui. Oui, avec la neige aussi. Godefroy Laurando, vous avez passé une belle semaine? Pas mal du tout. Ouais. Ouais, On ouais. rappelle, j'ai oublié, je pense que ça fait 2 épisodes que j'oublie de le dire. Vous êtes le petit-fils d'André Laurando. Effectivement. Ouais. Il faut le rappeler. Il faut le dire oui, parce oui. que je trouve que Ouais. ça, encore une fois, je le dis souvent, mais c'est parce qu'il y a des nouveaux invités à chaque semaine. D'ailleurs, Fred, dans la vidéo de Marc Labrèche, Oui. vous en avez pas parlé. Je sais. Ben, Mais c'est parce qu'avec Marc, on lui soumet un texte et après ça, il fait bien ce qu'il veut avec. Ouais. J'avais En quand tout même un 16 minutes sur vous, mais il a décidé de l'enlever. what a jerk. Oui, ben, vous en parlez de Marc, je dois le remercier. J'ai la chance de travailler avec lui cette année-là. Puis j'ai pas osé, ça a pris du temps, mais j'ai dit, hey, ça serait le fun, Marc, si ça te tente, on ferait une parodie C'est tellement drôle. pour la ça. campagne. Il a Ça dit m'a oui tout fait de suite. tellement plaisir de Ouais. voir ça. là. J'ai l'impression de le connaître maintenant. Parce que là, la campagne, elle achève. On est en financement participatif. Je veux créer un sentiment de communauté avec cette balado qui se matérialise non seulement sur la campagne, mais avec des suggestions. D'ailleurs, Marie-Christine, vous êtes un peu là grâce à cet esprit communautaire des auditeurs qui m'ont suggéré plusieurs personnes parce que je voulais aller parler à quelqu'un en Bolivie. Finalement, j'ai une spécialiste, mais c'est grâce à cette communauté de gens qui ont suggéré des noms et finalement, on a réussi à se contacter. Et vous êtes là aujourd'hui, je trouve ça vraiment extraordinaire. Donc, oui, cette campagne qui se poursuit jusqu'au 24 novembre. On est à 83% là, au moment où on enregistre. Ça va vraiment bien. Donc, ça va nous permettre de faire une vingtaine d'épisodes. Il va y avoir d'autres choses qui s'en viennent aussi après la campagne. Ça ne s'arrêtera pas là, évidemment. Mais on remercie les gens qui sont là, qui nous supportent et qui nous écoutent. D'ailleurs, vous allez voir tantôt, il va y avoir un quiz. Là, on me corrige. Les gens commencent à m'écrire pour me corriger. Ça, c'est un signe que la balado est écoutée. Quand on commence à vous écrire pour vous corriger. Quand vous avez des plaintes, là, Oui. c'est du bon marketing en général. ouais. Ben, justement, vous entendez Simon Jaudoin, vous allez bien? Oui, très bien, très bien. Vous avez passé une Bonne belle semaine? Oui. Oui, écoutez, c'est la première fois, peut-être la première semaine depuis mon départ du Voir, Oui. où j'ai le sentiment d'être vraiment dans ma nouvelle vie d'éditeur du Oui. magazine Tour du Québec, mais vraiment avec un souvenir comme lorsque plus jeune, je faisais de la musique. Tu sais, j'étais très habité par l'esthétique do-it-yourself, Ouais. tu sais, où on faisait Punk nos rock, infolettes, nos sites Ouais. web. Et là, j'ai passé la semaine à cuisiner mes infolettres, à faire mes canevas, les envoyer moi-même, à les rédiger. Donc, vraiment se remettre les mains dans la pâte. Là, on n'est pas du tout dans l'altitude. On est vraiment dans le B à bas des opérations. Et j'aime beaucoup ça. Ouais. C'est vraiment comme cuisiner. C'est un travail d'artisan, d'une certaine C'est façon. tout à fait, je pourrais dire que c'est fait à la main. Oui. Fait main au Québec. Donc, alors, c'est ce que j'ai passé la semaine à faire. D'ailleurs, Et, vous allez tantôt, vous êtes un peu ici pour ça, c'est que vous allez nous présenter le nouvel exemplaire. Oui, parler. J'ai Tour du deux Québec. sujets aujourd'hui et évidemment, bon, une vulgaire plug pour venir parler du magazine. Mais il y a non, des mais- idées. Non, mais il y a des Non, mais ça fait idées. partie du Je sentiment. suis de content que vous communauté. m'encouragiez à Ben me oui. plugger comme ça Ben et voyons. d'y voir, comment dire, la vertu qui se D'y voir. cache derrière tout ça. Ben oui. mais c'est quand même cette idée, donc, de fabriquer quelque chose et de le présenter aux gens. Et il y a c'est pas simplement on a quelque chose à Non, vendre. non, du C'est tout. qu'au bout de tout ça, il y a une réflexion en chemin que Ouais. je pense est intéressante. Ouais. Marc Fortier, merci d'être là. Ben, ça me fait Vous avez plaisir. passé une belle semaine? Ben oui, mouvementé, mais une belle semaine. Ben oui. Vous êtes pogné avec Christian Rioux du Devoir, entre autres. Entre autres choses, oui. J'ai lancé mon livre, Oui. ferrailler un peu dans les médias, voilà. Et, Puis on rappelle que vous êtes aussi, au-delà d'être essayiste, vous êtes quand même éditeur aussi. et oui, et le Salon du livre de Montréal arrive. oui.
Donc, ouais, c'est des grosses semaines pour nous, ça. Ça, c'est-tu des bonnes semaines quand même? Sur le plan vente, là, on peut-tu le dire, là, le Salon du Livre, là, pour les essais? Parce qu'on sait que les romans, j'ai l'impression que pour les romans, c'est plus naturel, mais c'est quoi l'impact, en fait, d'une maison d'édition comme Luxe, le Salon du Livre de Montréal? Ben, on vend beaucoup de livres au Salon du Ouais. Livre de Montréal, quand même. Le stand coûte cher, fait qu'il faut vendre des livres. Ah ouais, hein? Évidemment, le Salon du Livre, c'est une curieuse chose. C'est comme un centre commercial où on paye pour rentrer. Oui. Oui. C'est un truc... mais moi, j'aime pas trop les centres commerciaux, mais c'est le seul centre commercial que j'ai enduré toute ma vie. Quand j'étais petit, il y avait le Salon du Livre de Québec à côté de mon école. J'y allais après l'école. Même s'il fallait payer, ce qui est curieux parce que quand on voulait m'amener à Place Sainte-Foy, je voulais mourir. Mais donc, pour un éditeur, pour répondre à la question, c'est un lieu de promotion. Tu sais, on n'est pas là pour faire du profit, on est là pour couvrir nos frais puis faire connaître nos auteurs. Mais c'est évidemment quand on a une personnalité connue, admettons Serge Bouchard sort un nouveau livre, là, on fait de l'argent. Oui, non, j'imagine. Moi, j'ai longtemps été au Salon du Livre, mais depuis 2-3 ans, en fait, je ne sais pas si c'est relié, depuis que j'ai arrêté de boire, on dirait que j'ai plus la patience d'aller au Salon du Livre parce qu'il y a trop de monde. Faut être sous, c'est ça? Vous êtes le Bukowski du... Ben, on dirait que... Et je trouve qu'il n'y a plus de moments... avant, il y avait... Il me semble que j'y allais le lundi. Y a-tu le... Il y a le lundi, oui. Qui est la dernière journée. Oui. Où là, il y a moins de monde. Oui. Mais sinon, il y a trop de monde. Le mercredi à 2h l'après-midi, c'est pas trop près. Mais c'est juste que c'est les enfants, c'est les journées scolaires. Mais c'est ça. Pour un éditeur d'essai, c'est terrible. Ben, je comprends, les enfants ne lisent pas d'essais, malheureusement. Non. Peut-être à part les enfants qui écoutent la balado. Mais Parce qu'il y en a. Ils viennent faire signer les livres qu'ils ont achetés ailleurs ou ils veulent les signer. De Game Over, entre autres. Un livre, ouais. Alors, on va parler tantôt, évidemment, du livre que vous avez écrit, qui s'appelle Mélancolie identitaire, une année à lire Mathieu Bock-Côté, que j'ai lu avec beaucoup de plaisir. Bon, mais c'est bien ça. j'ai hâte de vous en parler. Alors voilà, moi cette semaine, j'ai eu une petite semaine, je l'avoue, ça intéresse peu les gens, mais comme c'est ma balado, je m'en torche et j'en parle. Mais j'ai rangé ma Vespa cette semaine, donc j'ai perdu mes réflexes de transport parce que quand on a une Vespa, du mois d'avril au mois de décembre, on va partout avec, vraiment. Et là, pouf, avec la tempête, la chute de neige. Mais heureusement, j'ai pas eu à prendre le transport en commun cette semaine. J'ai vu l'étude dans la presse, la Presse Plus. Il paraît qu'il y a des microbes dans le métro. Ben, écoutez, je pense qu'il y a des microbes ici même, là, si vous voulez mon avis. Tout à fait, tout à fait. C'est sûr qu'avec 3 pieds de refoulement d'égout, là, ça fait beaucoup de... Mais avant ça, à Square Victoria, ne lichez pas le sol cette semaine. Non, mais là, je veux pas qu'on soit trop... je veux pas qu'on soit trop montréalocentriste pour parler du métro, parce que pour la plupart des gens au Québec, évidemment, ce qui se passe dans le métro... C'est vrai que les gens roulent en Vespa dans les rangs, c'est bien connu. Verre de vino à la main. Vous riez, vous êtes... mais mon oncle... Oui. Jean-Pierre, que je salue, a une Vespa, puis il est à la présentation. Ah, quand même. Dans le bois. OK. Puis avec Elisabeth, son épouse. Oui, on la salue. Oui, qui est la sœur, évidemment, de Raymond Saint-Pierre. Donc, cette balado est encore plus crédible. C'est quoi ce festival de name-dropping que vous faites là? Là, il se promène en Vespa sur les rangs à la présentation. Et un jour, moi, je viens de Saint-Hyacinthe, j'irai mourir dans ce coin-là, dans ma terre natale. Bon. Alors, ça fait rêver. Oui, et là, on est plein d'espoir pour vous ce matin. Bon, alors on va arrêter de niaiser. On va y aller avec... il était pas là la semaine passée, mais il est de retour. Le quiz de l'actu. Et là, je parlais du sentiment communautaire. J'avais dit il y a 3 semaines qu'on a fait cette édition du quiz de l'actu. Le thème était One Note Samba de Klaus van der Lich, mais c'est faux. Ce n'est pas One Note Samba. Il y a des auditeurs qui m'ont écrit. Est-ce que c'est Clarinetten Moukin? Non, c'est pas Clarinetten Moukin, qui est une autre chanson de Klaus van der Lich, qui est un album qui s'appelle Polka Pop Volume 1, que mes parents ont acheté quand j'étais jeune et j'écoutais ça, qui c'est plus écoutable aujourd'hui. C'est de l'orgue. Imaginez, on écoutait ça dans nos soirées enneigées. De l'orgue, de la polka à l'orgue. C'est Spanish Flea, une pièce de Herb Albert, qui a été le fondateur de l'étiquette de disque. Spanish Flea, vous dites? Oui. Faut pas se tromper. Hein? Non. Okay. Non. C'est pas Spanish Flu. Faut le dire c'est pas coup. Spanish Flu, c'est Spanish Flea. OK. Et c'est Herb Albert qui avait un orchestre. Donc, je le rappelle, c'est un quiz où les questions sont souvent beaucoup plus intéressantes que la réponse. Première question, évidemment, les excuses de Simon Jolin Barrette ont défrayé les manchettes cette semaine. Hein. Il a reculé sur son projet d'expérience québécoise. On écoute d'ailleurs en partie s'excuser. J'admets mes erreurs. Vous savez, c'est moi qui ai fait l'erreur. Alors, à partir du moment où j'admets l'erreur, effectivement, j'aurais dû mieux faire les choses. Pour la prochaine fois, je vais m'améliorer. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'une telle erreur ne se reproduira pas. Je m'excuse auprès des Québécois.
Bon, alors, et là, ça, c'est avant qu'on apprenne qu'il a laissé des documents et un iPad dans sa voiture de fonction et ça a été volé aujourd'hui. On a su ça. Alors, Simon Jolin Barrette est chanceux d'être encore ministre avec autant de responsabilités après un cafouillage pareil. Ça, c'est ce que plusieurs observateurs ont dit de la chose politique. Alors, ma question est la suivante. Qu'est-ce qui aurait pu causer le congédiement de Simon Jolin Barrette? A. S'il avait porté une jupe au Conseil des ministres. B. S'il n'avait pas porté de chromosome Y. C. S'il s'était appelé Simone Jolin Barrette. Ou D. S'il avait donné raison au maire de Saint-Barnabé, Michel Lemay, qu'on écoute. Il y en a qui regrettent peut-être d'avoir voté, il y en a tout bien qui n'étaient pas dans nos assiettes, qui étaient dans les périodes ce soir-là. Je ne sais pas. Manque de respect pas avec nous. Non, mais on a eu ça tantôt, là. Ouais, mais nous aussi, les hommes, on a notre période. Ça, c'est des affaires misogynes que je ne veux pas entendre. Vous devriez vous excuser. Ben, je m'excuse. Non, mon Dieu Seigneur. Un autre qui s'excuse. Et E. Toutes ses réponses. Ben, écoutez, je sens un silence entre C'est toutes nous, ces réponses, là. évidemment. Et c'est ce que plusieurs personnes ont dit. Et je suis d'accord avec eux. Je pense que si Simon Jolin Barrette avait été une femme ministre, il aurait perdu son emploi. Il profite. Tu sais, on parle des doubles standards et Valérie Plante en a parlé cette semaine, en début de semaine, comme quoi elle sentait en fait qu'elle n'avait pas droit à l'erreur, contrairement aux politiciens masculins. Puis Pauline Marois, qui a fait une allocution devant des jeunes de l'école secondaire, a répété la même chose. Et j'ai l'impression qu'effectivement, si Simon Jolin Barrette avait été une femme, il aurait perdu son emploi. Marie-Christine, je vous vois opiner. Je Je suis assez d'accord. Ouais, hein? Oui, Ouais. absolument. Puis je pense qu'il faut toujours que les femmes fassent plus leurs preuves dans tous les milieux. Rappelons-nous Marie-Chantal Chassé. Là, je ne veux pas comparer Marie-Chantal Chassé avec Simon Jolin Barrette, mais elle a duré comme ministre de l'Environnement 15 minutes parce qu'elle avait l'air un petit peu perdue. Bon. C'est un robot déréglé. Oui, mais Oui, l'autre. Oui. c'est la question de causalité que vous me dites si je crois pas. Je crois pas que dans le cas de Mme Chassé, elle a été renvoyée parce qu'elle était une femme, là. Il n'y a pas le parce que ne va je pas pense, là. non, mais je pense qu'on a été moins patient Elle aurait duré 30 parce que minutes. c'était une femme. Moi, je suis Moi, convaincu j'ai de trouvé ça. ça long, Mme Chassé, son règne. Mais là, est-ce que vous trouvez que Simon Jolin Barrette, ça commence à être long? Sans doute un facteur. J'ai quand même l'impression que l'importance du dossier qu'il mène, Oui. si il avait dû être retiré, ça aurait été aussi un recul majeur pour M. Legault. Ça, c'est Je pense clair. qu'il faut quand même le voir comme ça, malgré le fait que je crois qu'effectivement, on a la peau plus sensible pour les femmes et qu'on est plus, ils doivent toujours plus prouver leurs compétences. Mais dans ce cas-là, Oui. tasser Oui, Jolin oui, Barrette, C'est intéressant, c'est abdiquer sur parce tout. que la dame, c'était le ministère de l'Environnement. C'est pas important, Qui est j'imagine. un mystère. Ouais, Oui, c'est non, mais je sais que la comparaison C'est est vrai. boiteuse, mais reste que j'ai l'impression qu'il bénéficie du fait qu'il a un pénis. Moi, j'aimerais mieux qu'on le Monsieur compare à Barrette. Maxime Bernier, puisqu'il s'est fait voler des documents, Oui. des choses comme ça. Je pense C'est que- vrai, c'est une bonne comparaison. Ben, Et- Maxime Bernier a dû bénéficier du fait qu'il y avait un pénis parce que sinon Oui. je comprends pas comment ça fait Et des qu'il Joe a Louis. pu durer aussi longtemps que Ben, ça sur la Je pense que c'est le facteur Joe Louis également. Au-delà Oh, du ça pénis. aide aussi. J'ai une question. Oui. Saint-Barnabé, c'est où? C'est en Mauricie. La question que je me pose, moi, c'est Oui. qui est la femme qui lui a fermé la trappe? C'est une échevine. C'est incroyable. Deuxième question. Une vaste enquête réalisée par la firme Somme pour le compte du Comité régional en santé et bien-être des hommes de l'île de Montréal a démontré des chiffres plutôt inquiétants sur la santé psychologique des hommes montréalais. C'est la psychologue et chercheuse Janie Houle du Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal qui a présenté les conclusions de l'enquête. Ma question est la suivante. Quelle est la proportion d'hommes en détresse psychologique à Montréal selon cette étude? A. 4 B. 25 C. 25 peut-être, mais 0 si l'homme est blanc et hétérosexuel. D. 50 Des- La réponse est B. C'est 25 C'est 25 Un homme montréalais sur 4 serait en situation de détresse psychologique probable. Mais attention, cette proportion monte à un homme sur 2, 52 s'il est âgé de 25 à 34 ans, célibataire, à revenu faible et sans emploi. Ben là- Mais quoi? non, mais je pense que C'est tous les attributs d'une vie difficile. Oui, sauf que... Non, mais le fait d'être C'est de célibataire... l'intersectionnalité. Non, attends. S'il lui manque 2 orteils puis que son père vient de mourir. Mon Dieu, Si en mais plus, il s'est cassé le bras la veille. mon quel Dieu. manque d'empathie, quand même. Ça, c'est des invités, ça. C'est des invités. Ce sera leur dernière présence. Ils sont bien à l'aise. Non, en fait, l'écrasante majorité des hommes qui sont en situation de détresse psychologique ont consulté un médecin, c'est ce que l'étude démontre, mais seulement 17 d'entre eux se sont tournés vers des ressources psychosociales. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que souvent, ils l'auraient fait si le médecin les avait amenés
vers des ressources psychosociales. Donc, il faudrait que le système prenne ça en compte et les dirige et sache que ces On services-là... pourrait faire un parallèle à un gars qui cherche dans le frigidaire, qui regarde rapidement et s'il ne trouve pas ce qu'il cherche tout de suite, il cesse. Oui, en fait, ça a même été démontré, Godefroy Lorando, qu'un homme qui se heurte à une boîte vocale a de fortes chances de simplement abandonner la démarche. Donc, et si il se heurte à une boîte vocale dans son frigo, c'est 100%. 100% des chances qu'il abandonne. Mais c'est surprenant. Non, mais c'est quand même... Moi, ce qui m'a surpris, c'est que parce qu'on a tendance à penser que les hommes en détresse ne vont pas chercher de l'aide. Et là, l'étude démontre qu'ils le font, mais s'ils se heurtent au premier mur, en fait, qui est souvent le médecin qui n'a pas les moyens de l'orienter vers des ressources psychosociales. Alors, voilà, c'était mon moment masculiniste de la soirée. Non, je fais des blagues. Autre question. Sous l'impulsion du ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbons, Investissement Québec a annoncé un investissement de 30 millions de dollars dans un projet considéré d'une autre époque. Quel est-il? A. L'implantation d'une usine de fabrication de réverbères au gaz naturel à Rawdon. Ben, le gaz, c'est l'avenir, je comprends pas. Ça dépend si c'est un réverbère au charbon avant. Oui, c'est ça. B. L'ouverture d'une usine de fabrication de disques compacts à Drummondville. C. La recherche et développement pour la technologie révolutionnaire des ballons dirigeables. Ou D. L'ouverture d'une école de chirurgiens barbiers affiliée à la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Ma foi, les 4 sont absurdes. C'est les ballons dirigeables. Oui, bravo Marc-Antoine. La réponse c'est c'est le ministre Fitzgibbons a dû défendre Investissement Québec qui injectera dans l'entreprise française Flying Whales, ça ne s'invente pas, 30 millions de dollars. Pour l'instant, c'est pour de la recherche et du développement, mais selon François Legault, je le cite, c'est un investissement extraordinaire et il va y avoir des brevets qu'on va récolter et je ne parle même pas du bénéfice futur, 400 emplois à vendre des dirigeables. Donc, ça serait formidable, des dirigeables dans le ciel. Ouais, ben l'idée, c'est ça. Il y aurait une technologie d'aller, entre autres, faire de la prospection dans des endroits inaccessibles. Un deuxième plan Nord. On garde un bon souvenir du premier plan Nord. J'imagine que ça va être extraordinaire avec des ballons dirigeables. Ouais. Les cris vont être ravis de voir les ballons dirigeables arriver. Des flèches. Et ce seraient des ballons dirigeables qui seraient capables d'amener des charges extrêmement lourdes. Et le vent tourne et le plan Nord tombe à l'eau. Oui, voilà. Peut-être qu'on se moque pour rien. Peut-être qu'on n'a pas les compétences pour bien comprendre la nature du ballon dirigeable. Ça se pourrait. Ça se pourrait. Mais je vous dirais qu'à date, le ballon dirigeable de la CAQ n'est pas garant de plutôt toujours un ballon de plage. bonnes idées. Oui, voilà. Dernière question. La présidente de la Fédération des femmes du Québec, Gabrielle Bouchard, a créé le tumulte sur les médias sociaux mardi matin lors de la journée « Mon coton ouaté, mon choix à moi », avec un slogan controversé qui incitait les gens à non seulement soutenir Catherine Dorion, mais également les femmes opprimées par la loi 21. Ma question, quel était ce slogan? A. Aller travailler sans voile, es-tu tombé sur la tête? B. La loi 21 met une croix sur ma foi. On le voit parce que les gens ne vous voient pas, mais il s'agit de vous regarder pour savoir que vous mentez. C. Vous êtes une transparence exemplaire. C'est mon problème. C. Porter le voile, c'est badass. Et D. Mahomet, Tweety, c'est toi que j'aime. C'est la lettre C. Oui, la réponse est C. Porter le voile, c'est badass. Cela dit, il n'y a pas eu beaucoup de tumulte autour de ça de la part de chroniqueurs-chroniqueuses. Il n'y a pas le journal qui en a parlé, mais j'ai pas entendu vraiment entre autres, des chroniqueuses identifiées au féminisme qui ont voulu, je pense, commenter ça parce que... Il y a notre collègue Mathieu Bock-Côté qui, justement, qui s'insurgeait surtout pour le mot badass. Oui, voilà. Il aurait aimé ça que ce soit français, dans le fond. Ben, écoutez, oui. On avait peut-être des voiles en coton ouaté, à la limite. C'est le coton ouaté qui scandalise maintenant. Le voile, c'est fini. Oui. C'est le coton ouaté, là, je pense qu'il Cela faut dit, il y a des dire. gens qui n'ont pas apprécié cette espèce d'appel. En fait, c'est parce que ça manque de nuances. C'est un petit peu ce que Paul disait. C'est que ça mélange tous les exactement. combats. On comprend plus pourquoi on se bat et sur quoi on réfléchit. Oui, voilà. Alors voilà, c'était ce petit quiz. Et je veux qu'on entende, parce que je faisais une blague sur porter le voile et tu tombais sur la tête. Ça fait référence à une vieille pub que vous vous rappelez peut-être du casque à vélo avec Philippe Laroche. Philippe Laroche, médaillé d'argent, Lillehammer. Quand je fais mes sauts, je porte toujours un casque. À vélo, c'est tout aussi important. Parce que lors d'un accident, les cyclistes se frappent souvent la tête sur du métal ou de l'asphalte. Ça cogne dur. Sans casque, un choc comme celui-là peut causer une fracture du crâne, une commotion cérébrale et même entraîner la mort. À vélo sans casque, es-tu tombé sur la tête?
Si on était tombé sur la tête, Simon Jaudoin, on ne parlerait pas du nouvel exemplaire de Tour du Québec, n'est-ce pas? Ben oui, le nouveau numéro de Tour du Québec. J'aime venir vous en parler puisqu'on collabore beaucoup sur cette vision d'aller rencontrer des gens en région. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la production de ce magazine-là, on était un peu collègues, en fait, Fred. Ah oui? Parce que oui, dans les premiers sujets, je dois dire que, bon, le magazine Tour du Québec, je vais faire la plug tout de suite, ce sera fait, tourduquebec.ca, allez voir ça, c'est passionnant. Mais on classe les régions par ordre alphabétique, donc pour aller chercher des histoires dans chacune des régions du Québec, aller raconter des histoires de ceux qui font le Québec, qui fabriquent, qui façonnent le Québec d'aujourd'hui. Et on commence donc par l'Abitibi. L'Abitibi, ça commence sur les chapeaux de roue. Tu vas dire, il y a un gars comme Félix B. Desfossés qui écrit pour nous là-dedans, justement. On l'a entendu cet automne, il était à la balado, il nous parlait. Qui est animateur et qu'on avait... L'avions-nous rencontré à Val-d'Or? Non, on l'avait vu sur la rue, on l'avait vu passer. Oui, c'est ça. Mais il était à l'épisode au FME, le pré-épisode. Oui, c'est ça. C'est un type vraiment génial qui a toute une plume aussi. Une auteure aussi là-bas qui nous avait écrit pour dire « Moi, je veux commencer à raconter des histoires de ma région. » Quelqu'un que j'ai jamais rencontré personnellement, mais qui nous envoie des textes. Et on a parlé aussi d'une découverte qui est la cabane, où nous avions enregistré cette fameuse balado à Val-d'Or. En fait, on a inauguré... En fait, c'est une des activités d'inauguration de la cabane, c'était la venue de la balado. La balado de Fred Savard qui était là, justement. Donc, et c'est pour ça que je vous en parle un peu. Je trouve intéressant de montrer comment, à force de rencontres comme ça, dans nos réunions de production, et même, je dois vous dire que c'est pas moi qui ai soumis la cabane. Je l'avais noté dans mon calepin. Il faut absolument que je m'intéresse à ces gens-là. C'est intéressant de voir comment, dans Val-d'Or, on fonde un centre culturel alternatif, là, mettons-le entre guillemets. Ce mot-là est un peu galvaudé, mais avec une intention. Et de faire des spectacles, de faire des activités communautaires liées à la culture aussi, d'être vraiment un acteur de la vie culturelle. J'avais été beaucoup touché par cette sortie à Val-d'Or. C'était assez tôt au printemps, si je me souviens. En plus, j'avais changé pour mes pneus d'été puis annonçait de la neige, donc je freakais à traverser le parc. Ça peut quand même causer des surprises. Et nous étions arrivés là le 1er du mois à l'Hôtel Central. Moi, j'étais arrivé la veille. Et donc, qui dit 1er du mois dit chèque d'aide sociale aussi à l'Hôtel Central de Val-d'Or, dans un contexte où, bon, on a des gens des Premières Nations au premier étage, et je le dis vraiment sans rien juger, c'est la photo qu'on voit, voir des gens comme ça qui font des centres culturels aussi, une gang dynamique, aussi les Amérindiens dans le blend comme ça, qui vivent leur vie là, et vraiment la carte postale, l'idée qu'on a quand on est assis dans la chambre d'hôtel le soir, des Nord-Ontariens de passage, et là tu fais, voici une photo du Québec qui te replace l'inclusivisme, si tu veux, qui te replace un peu dans tes perceptions théoriques, et je vais y revenir là-dessus. Mais donc, cette idée que d'aller à la rencontre des gens, donc je vous ai souvent parlé de mon désir de renouer avec l'identité, ça tombe bien puisque Marc est là et qu'il nous parlera de son essai sur cette question, mais de renouer avec une identité qui est beaucoup plus réelle, et en tout cas réelle au sens qui est pratique et qui n'est pas que théorique. Tout à fait. Et donc, c'est ce nouveau numéro-là. C'est le bon mot, réel. C'est vraiment d'aller s'ancrer dans la réalité. J'ai intitulé ce numéro-là « Le temps qui passe » parce que je trouvais intéressant l'idée, vous savez, les astrophysiciens parlent d'années-lumière pour calculer les distances, mais les piétons, les automobilistes, les voyageurs vont parler de minutes à pied. On va dire, c'est à 2 minutes à pied, 3 minutes à pied. Mais c'est la même notion, au fond, qui est en jeu ici. C'est de dire que pour parcourir l'espace, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps d'aller voir des gens et de leur parler et de comprendre, même seulement parfois voir la photo. J'aime m'asseoir comme à Val-d'Or cet après-midi-là. Je m'étais assis simplement sur la rue pour voir les gens passer. Regarder. Oui, là, tout se passe sur la 3e avenue à Val-d'Or. Mais, et je le fais souvent lorsque nous sommes allés à Victoriaville dernièrement. Je l'ai fait aussi le lendemain d'aller m'asseoir comme ça sur le parc. C'était la journée de grève pour le climat. De regarder les gens vivre. Oui, de voir les gens vivre. Les jeunes avec leur professeur qui faisait la grève pour le climat. Bon, ils jouaient à la tag dans le parc. Là. C'est la tag climat. C'est la tag climat, c'est ça. Juste avant la tag barbecue qui nous annonce la fin du monde, évidemment. Ou le commencement d'un nouveau monde. Tout ça pour vous dire que c'est ce désir de sortir de la théorie
et d'aller voir des gens réels, de leur parler. Un des articles qui m'a beaucoup touché, que c'est moi qui l'ai fait dans le magazine, c'est La ferme Le Crépuscule, qui se trouve, c'est un peu en haut de Yamachiche, un producteur bio, un pionnier, là, bien avant qu'on nous vende là, des sandwichs bio, je ne sais où, dans le Myland. Là. C'était vraiment un pionnier comme ça, qui a de la difficulté à payer le recouvrement extérieur de sa maison, qui fait pourtant des poulets qui sont aussi vendus chez Toqué ou du sirop d'érable qui sont dans les... Cette espèce de jeu-là, et c'était intéressant parce qu'il me posait des questions, il me disait, penses-tu que ça va persister, ce truc d'achat local, cette mode-là? Comprenez? Et sans banaliser les autres discussions. Mais attendez, persister, je savais même pas que c'était réellement commencé. J'ai l'impression que personne ne fait ça. En tout cas, moi, je sens quand même une volonté. Il y a un côté à acheter local, s'intéresser aux petits producteurs de plus en plus. Regarder aussi tout ce qui se passe dans le domaine des cocktails, des drinks, les microbrasseries. Il y a quand même c'est un phénomène qui n'existait pas il y a 15 ans. Et de voir ce vieux routier-là, un ancien marin, navigateur, qui a démarré sa ferme dans les années 80, et de le voir comme ça, un peu à l'abri du bruit du monde. Il ne parlait pas virtuel. Il ne parlait pas de Greta Thunberg, sans rien enlever à Greta. La critique, mais il ne me parlait pas attaquez pas Greta. Non, écoutez, j'oserais jamais. Hey. Vous savez que je voulais me déguiser en Greta à l'Halloween. Pour vrai, vous n'avez pas le droit. Non, mais je voulais absolument me déguiser en Greta. Parce que vous n'avez pas le même sexe. Je voulais faire peur aux enfants. Vous n'avez pas le même sexe. Je veux que vous ayez peur, vous comprenez? Puis je n'allais pas leur donner de bonbons. Bon, c'est la blague que je radote depuis ce temps-là. Mais cette idée, donc, de... Ben, vous auriez pu donner des bonbons d'air. I dare you. Et je vais y revenir dans mon sujet principal de chronique, parce que là, on parle de mon magazine, puis c'est une longue plug qui s'allonge, là. Mais cette idée que, et on va y revenir en parlant de la baie James et de la balado d'Annie Desrochers, donc je vais vous parler tout de suite après, mais cette idée que depuis les années 50, 60, le Québec a fait un bond de géant dans l'entrée dans la modernité. Il y a une phrase dans le téléfilm Duplessis de Denis Arcand, que vous avez tous vu, évidemment, avec Jean Lapointe qui joue une grande œuvre. J'ai regardé 300 fois cette série-là. Vraiment, j'ai commencé à 12 ans. Le premier épisode sur l'enquête sur les comptes publics, c'est hallucinant comment c'est bien joué. Et à un moment où il est dans son lit, Maurice Duplessis, après, quand il a été battu en 1939, donc, et c'est Godbout qui est premier ministre à l'époque, et il commence à s'ostiner comme ça sur le sort des Canadiens français avec la conscription qui va être annoncée, et Duplessis qui raconte il s'est jamais rien passé au Québec. Et il dit t'as raison Adélard, parce que Adélard lui reproche de s'être battu contre des communistes inexistants. Il dit t'as raison, on n'avait pas le temps de lire Karl Marx, on travaillait. Et cette phrase-là, on n'avait pas le temps de lire Karl Marx, on travaillait, je trouve qu'elle dit assez bien notre époque actuelle aussi. Notre époque actuelle, mais oui, sans doute, mais cette idée que souvent on vit dans une conception théorique de l'identité des gens, des dynamiques sociales, et que si on prend le temps, justement, de parcourir la distance, d'aller parler avec des gens, même pas pour apprendre quelque chose, simplement pour rentrer en contact et comprendre, saisir cette différence-là, on se rend compte qu'il faut relativiser beaucoup certaines théories. On a pu importer, par exemple, certains importent d'Europe cette théorie qui me semble loufoque du grand remplacement, et ils nous la martèlent. C'est plus que loufoque, c'est dangereux. De l'autre côté, on se fait importer des théories sur l'intersectionnalité, où là, on devient des suprémacistes blancs colonialistes. Tu dis, hey, le Québec, là, il est où là-dedans, dans cette espèce d'injection de théorie? Simplement pour vous dire, moi, des adeptes de Karl Marx ou du grand remplacement... Mais c'est plus Karl Marx, c'est Michel Foucault. Ah oui, OK, écoutez, alors, vous me l'apprenez. Il n'y a personne qui m'a parlé de ça dans un rang, soit dit en passant. Simplement, cette idée, donc, de partir à la rencontre, c'est ce qu'on essaie de faire avec ce Tour du Québec-là. Maintenant que j'ai parlé de mon magazine, tourduquequebec.ca, allez l'acheter, il est magnifique. Il y a un sujet qui je trouve qu'il est ancré dans la réflexion dont je vous parle en ce moment. C'est une balado-diffusion qui est sur la nouvelle application de Radio-Canada, mais aussi sur le site. Vous la trouverez facilement. Ça s'appelle Transmission. Le titre est important. On entend beaucoup de belles choses sur cette balado depuis son C'est vraiment bon. Ah oui. Transmission qui est signée par ma collègue, et je dois dire, c'est une amie collègue. On travaille ensemble 2 fois par semaine, donc Annie Desrochers à Radio-Canada. Et la réalisation, surtout souvent, on ne nomme pas les gens de l'ombre, là. Cédric Chabuel qui a fait une réalisation époustouflante là-dedans. Et je vous raconte un peu. Donc, c'est une triple quête. Annie Desrochers, c'était pas l'été dernier, l'autre été d'avant, je crois, elle disait « Je vais monter à la baie James, je veux refaire cette route-là avec mes enfants. »
pour une raison bien simple, c'est que son grand-père à elle, c'était Paul Desrochers, qui était le bras droit de Robert Bourassa. Et là, on va en écouter un extrait, justement. Je ne sais pas si on l'entend sur la route, mais ça va vous donner un peu le ton de cette fille qui se questionne et qui part dans cette quête avec ses enfants à la recherche de l'histoire de son grand-père. C'est avec l'abbé James que le Québec, par sa ténacité, par son travail, malgré son isolement et malgré son climat, est en train de devenir l'une des grandes régions du monde. Dans mon histoire familiale, c'est devenu une légende, l'abbé James. Parce que, à un moment donné, j'ai un grand-père qui a eu le mandat de faire naître ce projet-là. La police doit publier sous peu un communiqué sur les circonstances ayant entouré la mort de celui qui fut un proche conseiller de l'ex-premier ministre Bourassa, Paul Desrochers. Monsieur Desrochers qui a été retrouvé blessé par balle dans la nuit de mercredi à jeudi. Dans la transmission, il y a quelque chose qui s'est cassé. Alors, l'idée, c'est vraiment de faire la route. Vous savez, ce premier discours de Robert Bourassa qui dit donc, on va rentrer dans la modernité, on va sortir de cet endroit isolé du monde, peut-être un peu sans histoire, justement, où il ne s'est pas passé grand-chose, et on va tomber dans cette modernité-là. Et Annie qui se questionne, justement, puisque c'est son grand-père à qui Robert Bourassa lui a dit un jour, en 1970, « Écoute, mon vieux, il faut faire l'abbé James, puis c'est toi qui vas s'en occuper. » Vous voyez à peu près le mandat. Et en plus, là, il y a une histoire aussi de meurtre ou oui, ben non, de suicide. En fait, okay. On vole pas de punch avec ça parce que c'est connu. Non. Paul Desrochers, c'est cet homme d'État, donc bras droit de Robert Bourassa, effectivement, s'est suicidé. C'est comme ça qu'il est mort. Donc, il y a eu cette rupture familiale qui était donc mon grand-père. Comment je peux retrouver son histoire, mais aussi, en même temps, comment je peux retrouver toute l'évolution de ce projet hydroélectrique-là au Québec. Et c'est en écoutant cette balado-là et en revoyant tout le contexte, c'est quand même assez hallucinant. 1970, vous savez, on s'est intéressé, nous, au cycle abitibien de Perrault quand nous étions allés à Val-d'Or. Je suis en train de le réécouter présentement pour une chronique que je prépare pour cette année-là. C'est hallucinant, ça, cette trilogie-là. Donc, c'est le rapport, une trilogie, il y en a-tu 4 ou 3? Il y en a 4, en fait. Mais la quatrième n'est pas de Pierre Perrault, il y a de Denis Desjardins. Mais le rapport à l'abbé James n'est pas du tout le même que... Non, mais si je vous en parle, c'est que dans ces films-là, je fais le lien parce que quand on voit Horace Lalancette dans la trilogie, donc dans le cycle abitibien, on voit comment ces gens-là travaillaient sur une terre qui n'était pas propice, si vous voulez, à main. Oui, non, ça n'a pas de bon sens. Non. Et là, quand on est là, on est à peine à la moitié du chemin pour monter jusqu'à l'abbé James. C'est à la même époque. On le voit là dans le début d'un monde magnifique. Un royaume vous attend. En fait, c'est eux qui ont ouvert... Des tracteurs de fortune. Mais c'est eux qui ont ouvert le chemin, les premiers. Dans les premiers. Et les seconds qu'on a envoyés pour l'abbé James, c'est ce qu'Annie raconte dans la balado. Elle dit parachutés. Je ne crois pas qu'ils ont été parachutés au sens propre, là, mais ils ont envoyé des arpenteurs dans des endroits où il n'y avait absolument rien. Pour faire quoi? Pour construire des routes où des immenses camions allaient passer et faire des entailles dans le territoire. Et dans le cycle abitibien, c'est ça qui est fantastique, c'est que les gens l'ont ouvert avant que les gens d'Hydro-Québec viennent faire de l'arpentage, pensant qu'ils allaient adopter le chemin qui passe par la Sarre. Et finalement, les gens d'Hydro-Québec, l'abbé James, ont dit non, on va en faire un autre. Et là, ils ont compris qu'ils n'allaient pas profiter tant que ça de la manne de l'abbé James. Ça allait être des compagnies américaines, entre autres, avec de l'équipement. En tout cas, je pense qu'il faut regarder les deux en parallèle, mais c'est vraiment facile. Oui, regardez les deux. Et en fait, je n'ai même pas de conclusion à cette chronique, simplement de mesurer l'ampleur de ce qui a pu être fait des années 70 jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, on allume la lumière. Le métro de Montréal est en panne et fonctionne. On hallucine parce qu'il est en panne 4 minutes. Et c'est intéressant, dans la balado, elle dit à un moment donné aussi, elle visite donc les installations. Il y a comme des interrupteurs. Et elle dit, on se demande si c'est si simple avec ses enfants. Si en fermant tel interrupteur, on pourrait fermer Montréal. Puis elle dit, oui, au final, c'est si simple que ça. Cette idée, c'est là, on est... C'est tentant. Ici un projet. Mais j'ai posé l'alarme au secondaire, là, mais j'oserais fermer la lumière Simplement, on est en 1970, c'est l'époque où nous naissions, nous, autour de la table,
pour la plupart. C'est de voir comment en si peu de temps nous sommes devenus ce que nous sommes devenus. C'est donc l'idée de transmission. Et c'est pour ça que je fais le lien entre la balado d'Annie Desrochers, vraiment, je n'ai que des éloges pour ça. Cette triple quête, la quête de la vie de son grand-père, la quête de l'entrée du Québec dans la modernité et la quête de elle avec ses fils qui va monter jusque-là. Ça s'écoute, c'est un petit bijou. Elle rencontre les cris aussi. Quand elle rencontre que Billy Diamond apprend que la Baie James, le projet de la Baie James, en sortant de son camp de chasse à la radio, il apprend que, oups, son monde va changer tout d'un coup. Puis c'est sa femme qui lui disait, ils viennent de dire quelque chose à la radio, puis ça a l'air qu'ils vont inonder notre terre. Alors, on rentre tout dans le cycle de la convention de la Baie James. Et ce qui va donner aussi, il y a aussi le grand-père d'Annie, c'est un personnage un peu sombre aussi, qui va être cité à la commission Clich. Bon, on va apprendre des choses, je veux vraiment pas trop en raconter, parce que ça s'écoute un peu comme un polar, tout ça. C'est vraiment de la grande radio. C'est de la grande radio. Alors, mais je ramène tout ça à cette idée de transmission. Surtout dans le contexte où aujourd'hui on sent en tout cas dans le bruit médiatique de nos débats sociaux une espèce de conflit de génération qui existe à peu près pas. Je voyais l'apparition de ce fameux OK Boomer cette semaine, duquel je me suis beaucoup moqué. Comme si le monde commençait là, comme si tous nos trucs, nos discussions identitaires étaient focusés sur le ici maintenant. Le point zéro du futur. C'est exactement. C'est le degré zéro de historique. On le fixe là, on nous met ça en boîte. Il faudrait absorber tout ça dans des articles de 750 mots pour se convaincre que nous sommes soit menacés, soit ci, soit ça. Alors, c'est cette idée de transmission donc que je voulais évoquer aujourd'hui. La transmission et de penser aussi que si nous, dans les années 70, ils commençaient à construire ça, eh bien, c'était des gens, c'est des politiciens qui étaient dans la force de l'âge, 40, 50, 60 ans. Et on remonte aussi très loin avant les baby boomers, des gens qui avaient déjà commencé à penser le Québec, c'est ce qui allait devenir. Alors, j'ai l'impression qu'on a aujourd'hui un peu cette idée de coupure. Coupure avec ce que nous sommes nous-mêmes, parce que nous n'allons jamais à la rencontre des gens pour définir ce qu'est notre identité, mais coupure aussi dans l'histoire, parce que tout ça nous apparaît peut-être un peu naturel d'allumer la lumière sans se rendre compte de toute la quête du territoire et la quête politique qu'il y a derrière tout ça. Donc, je vous conseille vivement cette balado-là. On va mettre les liens, évidemment, on va la mettre sur la page Facebook cette semaine, et évidemment, le lien pour se procurer Tour du Québec. Oui, parfait. On voulait en faire tirer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a-tu le droit de faire? On ne sait pas si on a le droit de faire. Parce qu'en pleine campagne de financement, parce qu'on rappelle qu'on a parlé du projet de balado de Radio-Canada, il y a des gens qui pensent encore que cette balado-ci de Fred Savard est liée avec Radio-Canada. Nous sommes... Oui, mais il y a quelques personnes... Ma foi du bon Dieu. Non, c'est juste que les gens disent, pourquoi je donnerais ta campagne alors que je paye déjà avec mes impôts? Non, voilà, c'est un projet qui est moi, j'en fais tirer. Alors, sur ma page personnelle, les 3 premiers qui m'envoient un message en écoutant cette balado, les 3 premiers, je vais choisir les 3 premiers. Je leur ferai parvenir un magazine Tour du Québec. Et franchement, bravo Annie Desrochers et Cédric Chapuel pour cette balado-diffusion. Allez écouter ça. Ça nous remet le Québec en perspective, franchement. Merci pour cette belle suggestion, Simon Jaudoin. Alors, on va encore parler de territoire, mais un territoire un peu plus loin que le Québec, mais peut-être pas tant en même temps. Marie-Christine Doran, donc je répète, professeure titulaire en sciences politiques, spécialiste de l'Amérique latine, entre autres. Vous êtes ici parce que il se passe... La semaine dernière, les auditeurs et les auditrices le savent, nous avons parlé à quelqu'un au Chili. On va revenir avec lui éventuellement, c'est certain, parce que ça continue de brasser au Chili. Mais là, il y a la Bolivie également. Puis moi, je l'avoue aussi, c'est par intérêt un peu personnel, parce que j'ai découvert Eduardo Galeano. Je suis allé voir, on a accueilli Julie Vincent et Dominique Parenteau-Leboeuf sur la pièce Valparaiso. Donc, cet intérêt, je l'avoue, qui est venu un peu tard de l'axe nord-sud américain, mais d'Amérique du Sud aussi. Et là, je vois ce qui se passe en Bolivie, mais je me rends compte que je sais rien sur la Bolivie. Alors, je voulais avoir quelqu'un qui m'aide et qui aide les auditeurs et les auditrices à comprendre ce qui se passe en Bolivie présentement, parce que si on se fie aux médias, à différentes sources, on a l'impression que Evo Morales, qui était le président en place, était lui-même une sorte de dictateur soft et remplacé par une droite religieuse. Il y en a qui disent que c'est un coup d'État, d'autres disent non. Bon, alors là, j'avais besoin de quelqu'un pour venir faire le tri de ce trop-plein d'informations. Écoutez, c'est vraiment une situation, moi, que je trouve
épouvantable, ce qui se passe en Bolivie. Oui. Donc, il ne faudrait pas du tout comparer avec le Chili, Non. qui est mon pays chouchou, sur lequel j'écris un livre. OK. Non, parce qu'au Chili, là, c'est vraiment au contraire, c'est le renversement de 30 ans de néolibéralisme. Oui. Bon, C'est en vraiment- gros, c'est c'est vraiment dans des une révoltes constitution citoyennes. exactement, Voilà. et très organisée, auquel aussi participent les peuples autochtones au Oui. Chili. Mais en tout cas, en Bolivie, c'est pas du tout ça. En fait, en Bolivie, ce qui se passe en ce moment, c'est que le président Evo Morales a gagné à 3 reprises les élections de manière claire. Bon, il y mais là, avait c'est ça. supervision. Moi, Attendez, Ouais. j'arrive. Ben non, mais c'est là, je lisais qu'il y en a qui disent, il y a eu des irrégularités quand même, et Non, ça pas- laisse... Pas dans les 3. Lui a été élu pour la première fois en 2006. OK. La Bolivie, c'est notre exemple d'un approfondissement démocratique en Amérique latine, un vrai. Oui. Donc, la première fois que Morales est arrivé au pouvoir, d'ailleurs, il n'est pas arrivé au pouvoir, il était porté par une multitude de mouvements sociaux Oui. très organisés, très intéressés à un changement social, dans un pays où il y a 55% de la population qui est autochtone, Oui. mais qui continue de subir un racisme systématique. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est aussi un produit de ça. Oui, OK. Donc, durant les 3 premières élections qui ont été sous supervision excusez-moi. internationale. Donc, 55% autochtones, le 45%, ce sont des descendants espagnols? Ben, en fait, il y a des métis. Il y a oui, beaucoup entre de autres, métis. On considère autochtones ceux qui parlent une langue autochtone. OK. Dans le cas de la Bolivie, là, ça dépend des pays, mais Oui, dans oui. ce cas-là, c'est vraiment ça le critère. Il y a beaucoup de gens qui sont métis, Oui. qui l'avouent ou pas. Oui. Et il y a des gens qui sont effectivement des descendants d'Espagnols OK. Oui. de 500 ans. Oui, oui. Mais donc, la question, c'est que durant les 3 premières élections, Morales a gagné de manière claire, sans aucun problème. Et là, son erreur très grave, quand même, il faut dire, même si après ça, je vais le défendre, c'est qu'il a voulu se présenter pour un 4e mandat. Oui. Alors que la Constitution, qui a été transformée par un mouvement incroyable de la population Ouais. pendant 3 ans, on a fait des travaux d'Assemblée constituante. Ah oui? Oui. La Dieu. Bolivie, c'est... OK, c'est on n'a pas ça ici, une Assemblée constituante. Il y a Christian Mais- Lapointe qui travaille fort Oui, pour en je faire sais, une avec effectivement, son très spectacle que je vais aller intéressant. voir la semaine prochaine, d'ailleurs. Extrêmement Ouais. intéressant. Pour expliquer aux gens ce qu'est une constituante. Bien, une assemblée constituante, ça va dépendre des pays, mais évidemment, l'idée de la constituante, c'est de s'organiser pour que ce ne soit pas seulement les élus Ouais. qui délibèrent Ouais. autour de, justement, De la questions nouvelle sociales, de constitution. politique, ouais. C'est pas des réformes à la constitution. Non. C'est convoquer la population pour essayer de faire en sorte que soient entendus des segments de gens qu'on n'entend jamais et qui se prononcent sur des questions très importantes pour l'avenir du pays, Ouais. la transmission et toutes ces questions-là. Ouais. Et donc ça, ce processus-là s'est fait durant 3 ans en Bolivie. Comment ils les ont sélectionnés, ceux qui allaient faire partie des assemblées? C'est tout à fait fascinant. Il y a eu des processus dans toutes les communautés d'élection. Donc, on a élu des délégués, même dans les tout petits villages, les Ouais. plus éloignés, en montagne, dans toutes les régions. Il y a eu des délégués qui ont été élus. Donc, ça pouvait être dans des grandes villes, ça pouvait être dans des quartiers, ça pouvait être... Et ça a assuré une représentativité non seulement inédite, mais ensuite de ça, on a fait un référendum sur la Constitution pour être sûr que la population était d'accord. Et donc, ça, c'est vraiment très intéressant. C'est ce qui peut-être va se profiler au Chili, on Ouais. le sait pas, on espère. Mais donc, ça assurait une grande légitimité. Et voyez-vous, c'est ça qui est intéressant. C'est que les gens ont travaillé fort pendant 3 ans sur cette Constitution-là. Et là, Evo Morales dit... J'aimerais me présenter un 4e mandat. Ce n'est pas permis dans la Constitution. Mais c'est vrai que c'est une erreur. Eh bien, c'est une erreur très Puis grave. oui. Parce que là, il a ouvert une porte pour enlever la légitimité Ben oui. impeccable. Vous comprenez, il y a une réaction sociale. Evo Morales et son gouvernement et la population bolivienne qui le soutient aussi ont fait avancer des choses. La pauvreté a diminué de manière drastique. Il y a plein d'articles là-dessus que vous pouvez lire. L'accès des gens à l'éducation, des pauvres, des femmes, des autochtones, bondi. Ouais. Bon, bref, il n'y avait aucun problème à ce niveau-là. Mais évidemment, il a fait ça en augmentant les impôts, en imposant des tarifs, en nationalisant les ressources minières, en nationalisant les ressources. Donc, vous voyez que Donc, ça peut déranger certaines personnes. Mais donc, Les élites traditionnelles, en fait. les élites traditionnelles, tout à fait. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu finalement Est-ce que je peux l'accord... poser juste une question? Oui, bien sûr. La Constitution, elle a été adoptée, il y a eu un référendaum, ça a été voté... En 2009. Mais il y a eu genre 60%, 70%. Ah oui, ça a été entériné, là, mais à une majorité. Il y avait aucun... C'est important de le préciser, merci beaucoup. Il n'y avait pas de... C'était pas polarisé à ce moment-là. OK. Effectivement. Donc, c'est il a très transgressé important. quelque chose de Merci pour cette sacré. question. Ben oui.
Voilà le problème. C'est qu'il a dit « J'aimerais me représenter, même si la Constitution dit non. » Et là, il y a un juge, mais là, on s'attarde dans les détails. Mais en tout cas, il y a un juge c'est important, les détails. du tribunal électoral qui lui a dit « Oui, tu peux, car tes droits de citoyen sont brimés si tu ne peux pas te présenter aux élections. » Alors, il s'est présenté. Et là, il a gagné. Alors, attendez, là, on rentre dans les complications électorales, mais on sait qu'il était nettement en avance aux dernières élections qui viennent juste d'arriver. Ce qui s'est passé, c'est que, deuxième problème, donc il y avait des gens déjà qui étaient fâchés qui se représentent. Quand même, il y avait une avance très confortable aux élections. Ça lui prenait 10% pour gagner au premier tour. Prenait plus que 10% d'écart. 10% ou plus. D'écart avec le deuxième concurrent. Exactement, avec le deuxième concurrent pour qu'il puisse passer au premier tour. Et là, le système de calcul, de comptage des votes shut down, comme on dit en français. Et durant une journée, ce qui n'était jamais arrivé aux autres élections avant. Et là, sur la base des pronostics qu'ils avaient déjà, il y avait, 80% des urnes qui étaient rentrées, ils ont dit il va l'avoir. Il passe au premier tour, pas de problème. Mais lorsque donc les gens ont commencé à être inquiets là, parce qu'il y avait eu cette panne. Là, j'imagine qu'on pense au pire ou on pense à une confiscation du pouvoir par des opposants qui ont... J'imagine que les gens pensaient ça aussi, là. C'était pas juste un bug informatique? Ben, c'est-à-dire, non, les gens craignaient qu'il y allait avoir de la magouille pour que Evo Morales essaie de passer au premier tour. Et comme de fait, quand le système a été rétabli, le tribunal électoral a dit, voilà, il a obtenu 10,38% des voix, donc il passe au premier tour. Et là, c'est là que je vais vous défendre Evo Morales. Sentant la grogne populaire, en l'ayant accablé, mais maintenant je vais vous dire... il a convoqué l'OEA pour demander, s'il vous plaît, de venir donner un avis, qu'est-ce qu'on appelle auditoria en espagnol, donc sur cette situation-là. Est-ce qu'il y avait eu de la fraude? C'est quoi ça, l'OEA? L'OEA, l'Organisation des États américains, qui, dans la région des Amériques, joue un rôle similaire aux Nations Unies. OK. C'est un organisme efficace. C'est un organisme efficace et qui fait vraiment la promotion là, jusqu'à présent une juste démocratie et des droits humains, surtout face à des crapules multiples, car il y en a plusieurs en Amérique latine. J'aime bien le mot. Ils sont multiples, il y en a plusieurs. J'aime bien le mot crapule. On l'entend plus, ce mot-là, et pourtant, il y en a encore des crapules. Il y en a quand même quelques-unes. Réhabilité, ce mot-là. Oui, il y en a au Brésil actuellement. Bon, voilà. Et je parle pas de Lula, je parle de Bolsonaro. Donc, alors, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que l'OEA a pris 3 semaines pour faire son rapport. Pendant ce temps-là, Evo Morales avait gagné les élections. Et là, le 26 octobre, donc, l'OEA a rendu son rapport en disant, écoutez, on pense qu'il y a eu de la fraude. On a des raisons de croire qu'il y a eu de la fraude. Donc, ça serait mieux de faire un second tour. Et là, ce matin-là, donc ça fait une semaine, Morales dit... On va pas seulement faire un second tour, on va refaire les élections au complet. Donc, il a fait amende honorable. Et là, c'est ça. Là, attendez. Donc, ce qui arrive à ce moment-là, les militaires arrivent et disent, ben c'est pas suffisant. Sais-tu, les élections, non merci, tu vas démissionner. Et là, la crise a commencé. C'est-à-dire que là, on a compris que les militaires boliviens, il y avait depuis plusieurs jours, il y avait des mutineries de la police. Il y avait donc le groupe là, qui est extrêmement dangereux et que nous devons surveiller tous, auditeurs du Québec. C'est le comité civique de la province de Santa Cruz avec un monsieur qui s'appelle Camacho. Ce type-là, c'est Fernando Camacho. Mon Dieu, vous avez bien fait vos devoirs. Je suis impressionnée. Donc, voilà, monsieur Camacho, qui, donc, lui représente une faction extrémiste de l'opposition. D'extrême droite. D'extrême droite religieuse. Donc là, c'est là que je vais arriver avec ce qui se passe en ce moment et pourquoi ça semble vraiment être un backlash contre les avancées qui avaient été faites en termes d'accès de la population autochtone et de la population pauvre finalement aux institutions politiques en Bolivie. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, donc, les militaires ont dit à Evo, tu vas démissionner. Immédiatement, il a commencé à avoir des maisons de députés, de sénateurs, de juges brûlés. Une sénatrice qui a été enduite de peinture, violentée, humiliée publiquement, des gens du parti, donc d'Evo Morales. Et donc, à ce moment-là, le groupe de Camacho a dit, nous, on veut dissoudre toutes les institutions.
plus de Cour suprême, plus de Sénat, plus de Congrès, on n'a pas besoin de tout ça. C'est Dieu qui va gouverner. Oui, c'est ça, parce qu'il faut le dire, c'est un groupe extrêmement religieux. Lui, il est pentecôtiste. Ah ouais, okay. Donc, ce sont... c'est des chrétiens, mais évangélistes. plus rigoristes, en fait. On peut les mettre, si vous voulez, on peut dire du fondamentalisme chrétien, parce qu'il y a aussi des catholiques d'extrême droite qui peuvent... Mais actuellement, ceux là, qui sont sur l'avant-scène, c'est les pentecôtistes, donc les évangéliques, effectivement, les églises évangéliques. Et donc, eux ont dit ça. Et donc, Evo Morales s'est enfui. En fait, c'est parti du pays en exil politique, accueilli par le Mexique. Et ça, d'ailleurs, c'est très intéressant qu'il soit allé au Mexique et non pas au Venezuela ou dans un pays comme Cuba. Parce que, à mon avis, ça démontre actuellement une volonté. Bon, vous savez que le gouvernement au Mexique est un gouvernement comme on n'en avait jamais vu. Là, c'est un gouvernement à gauche? C'est un gouvernement à gauche, oui, on peut dire ça. Donc, réfugiés au Mexique... Réfugiés au Mexique qui montre une nouvelle alliance aussi avec un pays, un géant, là, très important. Oui. Donc, il est au Mexique, mais pendant ce temps-là, en Bolivie, immédiatement, donc, le groupe de Camacho sont arrivés au Parlement. Ils ont arraché le Huipala, qui est le drapeau multicolore, vous savez, qui représente la multitude des nations autochtones et aussi, intersectionnalité, la multitude des options sexuelles. Parce que le MAS, le parti d'Evo Morales, a toujours défendu les droits des communautés LGBTQ. Donc, ça, c'est un détail qui fait aussi que la droite ne les aime pas. Bref, ils ont arraché ce drapeau-là et ils ont dit, alors maintenant, nous allons redonner la Bolivie au Christ. Et il y a des Boliviens qui sont chrétiens là-dedans, mais qui ne pensent pas ça. Là, on se comprend, là, on parle de fondamentalisme religieux. Mais en voulant dire, ils ont dit très symboliquement, ce n'est pas la Pachamama, ce n'est pas la terre-mère qui doit être ici dans ce Parlement, mais le Christ. Donc, tout l'héritage autochtone, si vous voulez, qui est très fort. Séculaire, en fait. Mais parce qu'en ce moment, en Bolivie, on parlait beaucoup, effectivement, de la terre-mère, mais aussi du buen vivir, qui est une manière de penser, une philosophie qui dit qu'on est à égalité avec la nature, qu'on doit respecter les droits de la nature. Et donc, tout ça est mise aux poubelles en ce moment par les gens qui sont arrivés au pouvoir. Et on est extrêmement inquiet parce que, effectivement, en ce moment, on ne sait pas, on parle de procès politique contre tous les membres du MAS, donc le parti d'Evo Morales, pour qu'ils ne puissent plus... C'est un coup d'État, en fait. Ben, c'est un coup d'État, oui, parce que il y avait vraiment... Oui. Mais d'où vient leur pouvoir? Qu'est-ce qui leur permet de s'imposer comme ça? Ils sont par l'armée? Alors, ils ont été, effectivement, premièrement, la police a commencé des mutineries. Et ensuite, l'armée a suivi. Sauf que pour faire des mutineries, et aussi historiquement, il faut qu'il y ait derrière un soutien quelconque, une garantie de pouvoir que si tu décides de faire la mutinerie, il faut que les gens qui vont prendre le pouvoir soient supportés par les forces de l'ordre. C'est ça. Exactement. Tout le monde. Exactement. Alors là, on tombe en régime militaire policier. Mais là, on parle pour la jeune civique de Santa Cruz, ce serait des entrepreneurs miniers et des propriétaires terriens qui seraient derrière... Ce sont surtout des propriétaires terriens qui ont travaillé pendant des années. À chaque élection, ils espéraient renverser ce gouvernement-là. Ils n'ont pas réussi. Et là, c'est vraiment... Il y a même des gens qui disent que les fraudes électorales auraient été commises par l'opposition pour mettre le gouvernement dans le trouble. Bon, là, je peux pas vous dire vraiment qu'est-ce qu'il y en est. Vous n'avancez pas sur ce terrain-là. Je m'avancerai pas sur ce terrain-là. C'est des gens qui jouent en jeu, absolument. J'ai une question un mystère depuis le début. Lorsqu'il s'est présenté pour une 4e fois, alors que la Constitution ne lui en donnait pas le droit, à votre avis, vous n'êtes pas dans sa tête, mais est-ce que c'était parce qu'il craignait justement que le pouvoir pouvait glisser de ce côté-là? Est-ce que c'était par un désir de s'installer dans le pouvoir ou un désir d'assurer une continuité sur l'entreprise politique qui avait été bâtie au cours de son règne? Bien, moi, j'ai déjà répondu d'ailleurs, super bonne question, à un journaliste à ce sujet-là. Pour moi, c'était parce qu'il craignait effectivement que l'héritage politique soit complètement éliminé. Il voyait que la férocité de cette opposition putschiste, en fait, était là. Il la sentait. Plus forte que la société civile. Bien, ce qui arrive, c'est que la société est très polarisée. Puis là, ça, c'est important de mentionner qu'il y a eu une radicalisation de l'opposition. Parce qu'au départ, les gens qui étaient dans la rue
étaient contre le 4e mandat en disant, regarde, c'est pas correct, là, tu sais, on t'a suivi, on t'a cru, on t'a appuyé. Ils ont capitalisé là-dessus, sur cette insatisfaction-là. Le groupe plus radical, effectivement, a pris ça en disant, il y a plein de gens dans la rue, puis il y avait plein de gens dans la rue. Mais là, il y a des gens là-dedans maintenant qui sont réprimés parce qu'ils sont pas d'accord avec ce qui s'est passé. Donc là, on voit vraiment là une transformation de cette opposition qui était dans le fond citoyenne, beaucoup d'universitaires, des gens qui aujourd'hui disent, on ne voulait pas un coup d'État, là, on voulait juste un second tour des élections. C'est ça. L'écosystème des partis politiques en Bolivie, lui tombe, il ne reste que des factions radicales, en fait. C'est ça que personne n'avait vu venir. Puis là, je fouille les analyses partout. Parce que, vous savez, l'opposant, c'est Carlos Mesa. Carlos Mesa, c'était celui qui donc était le principal concurrent d'Evo Morales. Lui, c'est un ancien président de la Bolivie. On l'appelle le dernier président néolibéral de la Bolivie parce qu'il a essayé vraiment d'imposer des réformes qui étaient très impopulaires. Et il a d'ailleurs, malheureusement, commis des actes de répression énormes au moment de la guerre du gaz, de la guerre de l'eau en Bolivie, lorsque les gouvernements ont voulu privatiser l'accès à l'eau dans un pays parmi les plus pauvres d'Amérique latine. Il y a eu des grandes révoltes et il est associé à ça, donc Mesa. Sauf que il avait quand même réussi, il est quand même modéré comparativement à Camacho. Carlos Mesa, en ce moment, a été complètement comme évacué. On aurait dit que c'est un homme de paille. Et là, on ne sait pas quelle opposition politique, justement, se profile derrière ça. En ce moment, on a nommé une présidente par intérim qui est une sénatrice de l'opposition. Qui s'appelle Janine... Agnès. Voilà. Agnès, exactement. Voilà. C'est le petit Agnès. Oui, ils l'ont nommée ou elle s'est autoproclamée? Alors c'est qui était la deuxième vice-présidente du Sénat. C'est une autre entourloupette, cette histoire, parce qu'effectivement, les membres du parti d'Evo Morales ne se sont pas présentés le jour où elle devait être... Eux autres avaient la majorité au Sénat et au Congrès. Ils ne se sont pas présentés. Et donc, finalement, le président du tribunal constitutionnel a dit, même s'il n'y a pas quorum, on va exactement, alors qu'il n'aurait pas dû faire ça. Donc, Evo Morales dit qu'elle s'est autoproclamée. Formellement, ce n'est pas vrai, mais disons qu'elle n'a pas... Et là, donc, en ce moment, une situation complètement folle où est-ce qu'effectivement... Le MAS, le parti d'Evo Morales, le Congrès, la majorité se rassemble dans un lieu X de la ville, pendant qu'au vrai Congrès, il y a ces personnes-là qui sont là et on ne sait pas. Donc, aujourd'hui encore, il y a des analystes en Bolivie qui disent on ne sait absolument pas ce qui va arriver. Il faut que l'OEA explique la nature de la fraude électorale parce que si c'est reconnu qu'il y a une fraude organisée et qu'on peut la rallier à un parti politique, là, on peut faire des procès et empêcher le MAS de se représenter aux élections. J'ai envie aussi, je pense que c'est important de parler de la réaction internationale, ou en tout cas le Canada, je pense que Chrystia Freeland a dit qu'il restait un petit peu neutre et respectait le désir démocratique des Boliviens. C'est une façon un peu de se laver les mains, de laisser les choses aller. Les gens adeptes des théories du complot vont dire que le Canada, qui est un paradis fiscal, entre autres pour les minières, fait attention parce que le développement international, en fait, depuis longtemps, la politique canadienne en développement international est liée au développement des entreprises canadiennes, donc des entreprises minières. Je ne sais pas, moi, ce que j'ai lu, qu'est-ce qu'on peut extraire, c'est le cas de le dire, de toute cette information? Ce qui est important de voir, premièrement, en ce moment, par rapport à la réaction internationale, c'est que les États-Unis, eux, ont approuvé clairement. Le coup, qu'il n'appelle évidemment pas un coup, mais plutôt une démission, et fête la victoire. Donc, Mike Pompeo a fêté enfin la fin de la tyrannie et le retour de la démocratie en Bolivie. Et ça, c'est un mensonge éhonté. Un autre, quelle surprise. Parce que, vraiment, là, comme je vous dis, avant cette manœuvre d'Evo Morales de se faire réélire pour un 4e mandat, c'était intouchable, la démocratie en Bolivie. Les institutions étaient très solides, très stables. Donc, c'est pas une tyrannie. Non. Donc, j'imagine qu'évidemment, on connaît ce gouvernement. Evo Morales, probablement, tenait à distance les appétits. Mais écoutez, il a nationalisé les ressources. C'est ça. Moi, j'ai envie d'écrire à Chrystia Freeland et de lui dire, écoutez, s'il y a un pays qui a mis de l'avant le respect des populations autochtones, leur accès à la scène publique, le droit de parler. En fait, la Bolivie devrait être un exemple pour le Canada. C'est-à-dire, là, soyons conséquents. C'est-à-dire, si vous dites que effectivement au Canada, on espère rétablir les ponts avec les populations autochtones, encore qu'il y a beaucoup de chemin à faire, et on voudrait promouvoir. Moi, je commencerais par des aqueducs avant des ponts.
Il faut... pour les nations autochtones. Je pense que ce serait déjà un bon départ. Ça dépend de... Ou les montgolfières. Est-ce qu'on va voir? Les dirigeables. Qu'est-ce qu'il y en est, c'est ça? On va leur en vendre. Des bouteilles d'eau amenées par le dirigeable. C'est justement un projet. Je vois ça, là. C'est ça. Je fais attention à ce que je vais dire. Mais c'est certain que de dire nous respectons ou nous appuyons la volonté démocratique du peuple, c'est très équivoque. Ben oui. Il aurait fallu effectivement que, disons, elle se prononce, à mon avis, que le Canada, comme l'Union européenne a condamné les violences, condamné les violences contre les élus, contre les juges, contre les... Ils l'ont pas fait en Espagne, par exemple. Ils l'ont fait en Bolivie. Oui, non, ben, écoute. Mais donc, voilà, oui. Ben, écoutez, Marie-Christine Doran, je pense qu'on se fait déjà une meilleure idée vraiment de ce qui se passe en Bolivie. Je pense qu'on va devoir vous réinviter parce que la situation, évidemment, va évoluer. On verra comment ça va aller, mais ça nous arme, en fait, pour affronter le flot médiatique, peut-être, qui s'en suivra et qui sera ambigu. On va rester dans le thème de l'ambiguïté avec, pas avec Marc Fortier, mais avec l'objet de votre livre. Bon, pour situer peut-être les auditeurs et auditrices, Marc Fortier, vous avez étudié en sociologie et en anthropologie? Oui, aussi. Vous avez enseigné à l'Université Laval? Oui, à l'UQAM aussi. Et là, vous êtes éditeur? Je pense que vous avez fait d'autres choses aussi, mais vous êtes éditeur chez Luxe, maison d'édition... très belle maison d'édition, je dois l'avouer, que j'aime beaucoup. Spécialisant en essais, on peut dire ça? Essais, sciences humaines, histoire culturelle des Amériques, on pourrait dire. Eduardo Galeano, c'est un de nos auteurs. Oui. Par exemple. Oui. Et là, vous nous présentez Mélancolie identitaire. Moi, ça fait plusieurs semaines que j'en parle à la balado. Une année à lire Mathieu Bock-Côté, c'est le sous-titre. Parlez-nous de ce déclic. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit un jour, je vais pendant une année tout me taper de Mathieu Bock-Côté et en faire un livre? C'est la question que tout le monde me pose depuis une semaine. Désolé. Mais non, mais j'arrive pas. Je vais réécouter mes entrevues. Je pense que je vais donner jamais la même réponse parce que fondamentalement, ça procède pas d'une intention ou d'un dessin préétabli. Mathieu Bock-Côté, c'est une voix qu'on entend. On entend des voix. Des fois, c'est un peu inquiétant d'entendre des voix. Oui. Il y a Mathieu Bock-Côté, ça résonne un peu partout dans l'espace public au Québec. Donc, je l'avais déjà lu, je l'avais déjà entendu. Je l'avais déjà même défendu avec... Moi, j'ai des amis qui l'haïssent pour mourir. Ça m'était déjà arrivé de le défendre puis de passer de très mauvaises soirées. Mais je l'avais jamais vraiment lu attentivement. Assidûment. Ouais. Et j'ai commencé il y a 1 an... Mais c'est aussi quelqu'un qui peut être très sympathique et attachant, malgré tout. Oui. C'est ça qui fait que c'est un personnage ambigu, entre autres. Un personnage... ambigu, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais... Oui, on pourrait dire ambigu. C'est un communicateur assez efficace dans son style. Oui. Et donc, il y a 1 an, j'ai commencé à lire quelques matins. Un jour, j'ai écrit un peu à la va-vite quelque chose sur Facebook. Ça a fait rire 3-4 personnes. Là, parce que vous vous en amusiez sur Facebook dans certains statuts. Oui, c'est exactement. Ça fait que j'ai commencé à faire ça un peu. C'est une farce. Pas une farce. Quand même, les premiers, c'est un statut, c'est un peu une farce. Après ça, j'ai un peu étoffé. Ouais. Je me disais, lire Mathieu Bock-Côté pour comprendre. J'appelais ça comme ça. Et là, j'ai réalisé que j'étais en train de lire tous les jours un peu comme un rituel. Puis là, j'ai arrêté de faire mes statuts Facebook en me disant, un peu, je tiens peut-être quelque chose. C'est peut-être c'est pas Mathieu Bock-Côté en tant que tel qui m'intéressait, c'est plus que son discours qui lui appartient pas nécessairement en propre, on pourrait peut-être en reparler, mais qui lui appartient aussi en propre, c'est les deux. Oui. Et donc je trouvais que c'est le révélateur de quelque chose et puis une bonne porte d'entrée pour j'avais envie d'écrire sur le Québec réel justement. Ouais. À partir peut-être d'un Québec imaginaire, on pourrait en parler ça aussi. Mais oui, c'est ça, parce que non, mais c'est intéressant parce que on se demande, puis on en parlait, Simon, avant de partir la bobine pour enregistrer cet épisode, que parfois, quand on écoute, on entend ou on lit Mathieu Bock-Côté, on se demande de quel Québec il parle. C'est une espèce d'idée un peu fantasmée du passé, d'où on vient, du Québec, et ce qu'il en est aujourd'hui. Puis là, il lance, et qu'est-ce que vous avez trouvé en lisant Mathieu Bock-Côté pendant 1 an par rapport à ça, par rapport à ce Québec-là qu'il décrit? Mais j'ai trouvé la vie épatante, en tout cas, ça c'est sûr.
Mais et puis j'ai passé une année très intéressante. Mais là, quand vous dites Bock-Côté, vous avez lu Mathieu Bock-Côté, c'est-à-dire vous avez lu ses éditoriaux, entre autres, ses textes dans le Journal de Montréal? Oui, Journal de Montréal, Le Figaro. Ouais. J'ai pas lu Valeurs actuelles, mais parce que là, je peux pas me rendre jusque-là. Et donc, j'ai trouvé... Parlez-nous un peu pour les gens qui connaissent pas Valeurs actuelles. Donc, j'ai suivi... Valeurs actuelles, c'est une revue qui a été fondée il y a une 50aine d'années par un pétainiste qui a été racheté depuis mais quand même, je pense que l'acte fondateur marque un peu l'esprit de la revue, qui est considéré en France, quand on veut être poli, on dit que c'est la droite de la droite. Mais c'est considéré par plusieurs personnes comme l'extrême droite. Okay. C'est une revue qui a été condamnée notamment pour incitation à la haine raciale. Elle se présente elle-même, parce qu'on peut lui laisser une chance de se présenter elle-même, comme une revue qui défend le libéralisme économique et une morale conservatrice. Et fondamentalement, c'est un peu ça le programme de Mathieu Bock-Côté, hein, le libéralisme autoritaire, le conservatisme à l'américaine, j'aurais l'impression. Le Québec, pour répondre à la question, c'est vraiment une question intéressante parce que moi, j'ai vu dans cette année-là aussi la carrière française de Mathieu Bock-Côté prendre... Ça a été assez stupéfiant parce qu'il a sorti son livre « L'Empire du politiquement correct » à la fin de mon expérience. Moi, je lisais tous les jours Mathieu Bock-Côté. C'était ça que je m'étais imposé comme règle. Et à la fin de mon expérience, il a accordé genre 250 entrevues en France. Là, ça, c'est pas lire, regarder les entrevues, mais j'avais comme un plaisir un peu morbide. J'ai regardé toutes ces entrevues. D'ailleurs, vous qualifiez Mathieu Bock-Côté, c'est un petit peu rigolo, d'Éric Zemmour à visage humain. Oui, tout à fait. Et donc, je vais là, on a lancé plein de questions, je vais répondre dans l'ordre. Oui. Le Québec, c'est très curieux parce qu'il parle de son amour du Québec. C'est quelqu'un qui aime aimer le Québec, mais qui est très, très loin du Québec réel dont vous parliez à l'instant. Ouais. On est loin du nationalisme des années 70 où là, tout d'un coup, il y avait des chansons sur chaque rang, chaque région, chaque grand-père, un nationaliste de gauche qui chantait l'Abitibi, qui chantait la Manique, qui faisait des films, qui chantait le territoire. Même dans son conservatisme. Oui, c'est ça. Mais c'était un conservatisme qui était capté par un projet social progressiste. Mais qui était là, mais qui était comme perverti, si vous voulez, si on se met du point de vue. Et donc, il y avait l'île aux coudes, je veux dire, Perrault, tous ces gens-là. Et monsieur Lalancette... Et vous trouvez pas ça? Il n'y a rien de ça. Il parle jamais de personne. Ouais. Il parle du Carrefour Laval. Il parle du Carrefour Laval. Qui parle en anglais. Il parle en anglais. Mais il parle d'aucun lieu, d'aucune personne, d'aucun artiste, ou presque, là, je veux dire, aucun, c'est peut-être exagéré, mais vraiment rarement. Ni de l'espace, ni du temps. Et donc, c'est vraiment fascinant pour quelqu'un qui ne parle que de transmission. J'ai trouvé ça très intéressant, tout ce que vous comptiez tantôt, parce que je me disais, ce Québec réel-là dont vous parliez, ça n'existe pas chez Mathieu Bock-Côté. Donc, il aime quelque chose de très, je pourrais dire, c'est une projection fantasmée. Est-ce qu'il y a autant d'influence que ça au Québec? Lui? Ben, c'est dur à dire, mais... Parce que le Québec hors, tu sais, les gens ailleurs au Québec, là, qui sont dans le Québec réel, sont continués avec cette est-ce que vous avez l'impression qu'ils lisent Mathieu Bock-Côté et que son discours a une emprise? Ça, par contre, j'ai pas poussé. Moi, j'ai quand même écrit un essai. Vous êtes sociologue, quand même? Oui, mais j'ai écrit un... Non, mais c'est... J'avais pas commandé un sondage. J'ai pas commandé de sondage. J'ai pas fait... C'est vraiment pas un essai sociologique, c'est un essai littéraire que j'ai écrit. Oui, c'est important de le dire. Non, mais je veux le dire quand même. Mais comment vous avez dit ça tantôt pour vendre votre revue? C'est passionnant. Il faut aller l'acheter. Achetez-le. Achetez-le. Mais c'est important de le dire. J'ai vraiment écrit un essai littéraire. Mais donc, je suis pas capable de répondre vraiment à votre question. Ce que je peux dire, par contre, c'est que la phraséologie, les mots, les clichés, c'est vraiment une usine à produire des clichés, hein, des mots, des paroles qui pensent pour nous, qu'on entend et qui sont toujours attachés à des émotions, des sentiments, par exemple, l'agacement prodigieux que le politiquement correct peut susciter chez tout le monde, de gauche à droite. Et donc, vous avez pas aimé que Lorraine Pintal se fasse traiter d'esclavagiste parce qu'elle a fait le spectacle de Slave. Vous entendez Mathieu Bock-Côté dire « on ne peut plus rien dire » avec 3-4 adverbes que vous comprenez pas. Là, vous achetez, vous voyez, les choses avec... Mais la phrase qu'il va utiliser « on ne peut plus rien dire », la gauche bien pensante, totalitaire, on va la retrouver dans la bouche de Maxime Bernier 6 mois après. On va la retrouver dans les tweets de François Legault. Donc, vous voyez, je sais pas si c'est lecteur. Moi, je comprends.
Ouais. Je comprends ce que vous voulez dire. Ouais. Donc, il y a un effet médiatique. Je pourrais te prendre il y a une fibre qui résonne, en tout cas. Oui, je pense que oui. Il y a une parole qui se met à circuler, des mots qui rentrent dans le langage commun, puis qu'on peut plus s'empêcher de dire, et là, mais sans savoir ce que ça veut dire. Est-ce que c'est ce concept que je connaissais pas, le psittacisme? Ah ouais, c'est moi qui ai inventé ça. Ah, ça n'existe pas, ça? Ben oui, ça existe, c'est une maladie. Est-ce que vous parlez de ça? En fait, c'est dans le chapitre de la saucisse de Francfort, vous abordez cette idée de parole publique qui se dégrade de plus en plus. Le psittacisme. C'est comme un psoriasis, mais... Non, ça vient de perroquet. Psittacé, c'est la famille des perroquets. Ça veut dire répéter mécaniquement des phrases qu'on ne comprend pas. Et ça, vous dites que la gauche en souffre un peu gauche, aussi. Ben, c'est les milieux universitaires, Marie-Christine, il paraît que les milieux... Moi, je peux parler contre les universitaires. J'ai passé 18 ans dans l'université quasiment à temps plein. Non, mais le psittacisme, j'ai utilisé, c'est un qualificatif qu'on pourrait utiliser pour souvent les discours de gauche. Admettons, on va prendre c'est pas propre à Mathieu Bock-Côté. Ben, le stalinisme, par exemple, a été une usine à produire des gens qui répétaient mécaniquement, comme la musique à papier, le discours officiel. La religion. J'ai qualifié le discours de Mathieu Bock-Côté, je pense, de logorée plus. Oui. Donc, c'est plus comme un fleuve qui coule, on se dit, puis là, tout d'un coup, il y a eu l'idée de mettre des barrages là-dessus, tu sais, puis de transformer ça en petit business de communication. Il est assez intelligent. Moi, je suis verbomoteur, j'ai jamais pensé à harnacher ma verbomotricité. Je suis moins intelligent que Mathieu Bock-Côté. C'est habile. Mais peut-être que vous rêvez, comme avec Annie et ses enfants, de fermer la Switch de temps en temps. Maintenant, c'est mon nouveau fantasme, mais... Cela dit, il doit y avoir du bon aussi dans tout ce que dit et écrit Mathieu Bock-Côté, parce que je pense pas qu'on peut avoir cette place-là médiatique en étant appuyé sur absolument rien et que du vent. Ben moi, comme m'a dit Christian Rioux, je suis de mauvaise foi. Je lui ai trouvé certaines qualités formelles. Son livre sur la dénationalisation tranquille. Oui, c'est ça. J'ai trouvé, dans l'année où je l'ai suivi, je suis obligé de reconnaître que moi, je l'ai trouvé plutôt sympathique, même quand il m'embêtait ou qu'il Mais il est sympathique. Moi, pour l'avoir croisé à plusieurs reprises, donc, bon, voilà, dans des soirées mondaines, il est très sympathique. Donc, il y a une bonhomie. On voit qu'il y a un grand plaisir. Il prend beaucoup de plaisir à annoncer la fin de la civilisation occidentale, l'effondrement des mœurs et les éventuels... Une certaine candeur aussi. Oui, il y a une candeur. Il va pleuvoir des grenouilles bientôt. Le sol va s'ouvrir sur nous, mais je suis à la télévision quand même, c'est cool. Mais et donc, il n'est pas comme Éric Zemmour ou comme Finkielkraut, que quand on les entend, eux, on sent toujours... Ils ont mal dans leur chair. Ah oui, on se dit, bon, là, il y a un problème de médication ou il y a un fil... Et on sent qu'ils sont habités par un réel désir de mettre le feu aux poudres. Il y a une haine qui passe dans leur discours, alors que Mathieu Bock-Côté, qui, sur le fond, dit des choses assez semblables, est ami avec Zemmour. Ils se textent, ils sont amis. Zemmour n'arrête pas de dire mon ami Mathieu Bock-Côté, mais il y a une haine, disons, assumée chez Zemmour, que Mathieu Bock-Côté a l'intelligence de pas être... Il va pas dire comme Zemmour, il faut reconquérir le sol français en voyant l'armée dans les banlieues de Paris. Non, Zemmour a dit ça. Il a aussi dit, le général français qui est arrivé en Algérie, pendant la guerre d'Algérie, il a tué des musulmans et des juifs même. C'est ça, être français. On peut pas imaginer Mathieu Bock-Côté dire des... Mais Éric Zemmour est plus vieux, peut-être. Il faut juste laisser un peu de temps. Comment vous avez dit ça tantôt, le OK boomer, c'est ça. Mais, donc ça, il y a le contexte de la vieille France aux Français aussi qui développe. Mais il y a une bonhomie chez Mathieu Bock-Côté qui le rend quand même, bon, malgré tout, agréable à entendre. Moi, j'ai pas lu tous ses livres, parce que je vais lire Mathieu Bock-Côté pendant un an, mais bon, il y avait des périodes creuses, puis là, je suis devenu curieux. Des fois, je faisais votre réflexion je faisais de l'archéologie sur je tombais sur des vieux articles. Puis j'ai lu les premiers livres, j'ai lu les 2 derniers livres, et j'ai trouvé que dans les premiers livres, il y avait une thèse, il y avait des noyaux de rationalité, je sais pas si je peux dire, c'est des raisonnements structurés sur la question du nationalisme au Québec, avec lesquels je n'étais pas du tout d'accord, mais donc je pouvais reconnaître une matière, je pouvais me dire, si on s'oppose à ça, on peut dialoguer. On va être obligé de penser. Il y a le début d'un effort de réflexion pour rétablir une sorte de nationalisme conservateur. Mais ces derniers livres, c'est des livres de militants où il y a vraiment absolument... c'est vraiment quelqu'un qui arrive avec... Il pense contre. Puis il y a ses meilleurs ennemis qui sont souvent des idiots utiles. Puis il fonce. Puis c'est pas cohérent. C'est un habile lecteur, en tout cas, de l'évolution de l'idée du nationalisme au Québec. Je trouve toujours assez pertinent, il y a une lecture assez juste de comment l'idée a évolué. Ben, il prend acte
si on se met du point de vue des souverainistes, je vais essayer de me mettre de son point de vue. Ouais. Moi, à la blague, ce que je dis, c'est qu'après 95, on savait qu'il y aurait un prix à payer pour 2 fois dire non. Oui. Puis là, je me dis, le prix à payer, c'est Mathieu Bock-Côté. Oh mon Dieu, c'est drôle, ça. Mais c'est-à-dire que c'est dans le sens de ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que lui, il se dit... Le projet souverainiste, maintenant, il est condamné à soit être un pur projet de volontarisme, ça serait, disons, la thèse de Martine Ouellette, et ça peut pas marcher. Vous voyez, ça peut pas marcher. Mais là, ça a l'air de vouloir revenir au PQ. Là, oui, avec mais la 14e... assez lucide. Il est lucide là-dessus. Il se dit, c'est pas quelque chose qui peut marcher. Et donc, il faut qu'il y ait un ancrage. Mais là, il souffle sur toutes sortes de braises pour créer de la chaleur. En espérant que la flamme... Puis là, ça l'oblige à vouloir réveiller une sorte de zombie qui est le Canada français. Mais ça, le Canada français, puis ça, c'est ce que je raconte dans mon livre, à mon avis, sociologiquement, le Canada français, il est mort. Puis il est pas mort par accident, il est mort dans un acte politique voulu. Il s'est lui-même sacrifié. Et donc, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Et c'est là que... aussi fine, aussi réaliste soit sa démarche par rapport au nationalisme, c'est là qu'à mon avis, elle est complètement hors du présent. Il y a quelque chose qui marche pas. Sauf qu'il peut mobiliser quand même... il y a quelque chose en même temps, il y a quelque chose de fin. C'est un mélange. C'est comme une idée fine qui est dysfonctionnelle. Je suis d'accord avec Fred. Mathieu Bock-Côté est un type de commerce fort agréable. J'aime beaucoup discuter avec lui. Je le considère comme un ami, je peux le dire comme ça. Mais je partage votre lecture où le pas suivant qui dit, au-delà de ma connaissance théorique et de ma lecture de l'état des lieux du nationalisme, comment je vais à la compréhension des gens sur le terrain. Et là, j'avais bien aimé dans l'article signé par Dominique Tardif, où justement, vous dites, c'est rare qu'on a des noms, c'est rare qu'on a des gens, c'est rare qu'on a des histoires de Québécois, hors que ce Québec qui relève un peu de la poésie. C'est exactement. Gonzalo Lorando? Non, mais ça me fait réaliser que c'est un peu exactement l'inverse du travail de Pierre Perrault. Lui part totalement des gens, puis totalement du Québec réel, puis après ça, il décolle, puis il sort une pensée à partir de là. Là, c'est exactement l'inverse. Ben oui. Mais ça part, cela dit, de la même... le même désir, c'est-à-dire de faire du Québec, parce que dans la démarche cinématographique de Pierre Perrault, il y a aussi un désir que le Québec devienne indépendant. Là, c'est pas juste d'aller filmer des gens pour les ancrer dans ce qu'ils sont. C'est qu'il y avait... Mais sauf qu'il part des gens à 100%. Oui, tout à fait. Mais je pense que ça prend peut-être un mélange des deux, si on veut ça. C'est évident, mais là, le problème que va avoir Mathieu Bock-Côté, c'est que son nous est tellement... au fond ethnique. Mais de plus en plus au jeu. C'est un nous au jeu. C'est un jeu qui ça, il dit nous, mais il dit jeu. Moi, évidemment, je suis pas... Tu sais, j'ai écrit un livre drôle, je pense, puis avec des histoires et tout, mais bon, je suis pas particulièrement gentil avec lui. Et mais on peut quand même dire que c'est pas de l'acharnement non plus, parce que le livre ne parle pas que de Mathieu Bock-Côté. Non. Pas tant même. Il y a beaucoup de... En fait, souvent, Mathieu Bock-Côté est un prétexte pour parler de complètement autre chose. Tout à fait. Mais toujours de ces thèmes. J'ai voulu, moi, parler de la transmission en parlant des gens, parler de la crise du progrès en racontant la Première Guerre mondiale à partir d'une histoire qui m'est personnelle. Mais avec votre oncle? Avec mon arrière-grand-père. C'est l'oncle de mon grand-père, mais que j'ai connu parce qu'il est mort à 102 ans. Et dont j'ai le casque qui a eu fait la guerre chez nous sur mon piano. Et donc, la mort de Pierre Vallière. Ça, d'ailleurs, c'est une partie assez touchante, en fait, et c'est vraiment particulier, la fin de vie, en fait, de Pierre, que moi, j'ignorais totalement, qui est parti... en Yougoslavie. Oui, puis qui était plus tout à fait lui-même. Là. Non, c'est ça. Ben moi, vous voyez ce texte-là, comme c'était chronologique, mon livre, je suivais ma méthode de travail. Là, c'était le 20e anniversaire de la mort de Pierre Vallière, le 50e de la parution de Nègre blanc d'Amérique. J'ai écrit, il y a 2 lignes sur Mathieu Bock-Côté sur ce texte-là. Juste pour dire, je vais vous parler, Mathieu Bock-Côté a comme décidé que le mal du nationalisme québécois, la graine avait été posée à la fin des années 60 avec parti pris avec la gauche radicale. Mais moi, je vais vous parler de 2 personnes. C'est Jean Ménard qui a passé sa vie au Chili, puis au Brésil c'est un prêtre qui a été un artisan de la théologie de la libération en Amérique du Sud. Et qui a été un ami de Pierre Vallière à la fin de sa vie. Pierre Vallière avait la foi, était chrétien, et de Pierre Vallière de la fin de sa vie. Je ne veux pas vous dire c'est des génies. Pierre Vallière, tout ce qu'il a entrepris, ça a plus ou moins raté. Mais je vais vous montrer que ces gens-là, tu sais, il y avait des grands idéaux, mais tu sais, ils essayaient de partir une usine en Abitibi, ils faisaient des affaires. À Mont-Laurier. Ils faisaient des affaires. Ils essayaient de ils essayaient d'organiser du monde avec leur foi, tu sais, au Chili. Et puis là, Pierre Vallière, à la fin de sa vie,
c'est vraiment grandiose parce que là, il se prend c'est la cause de la Yougoslavie, c'est la guerre en Bosnie-Herzégovine, et là, il décide d'essayer de sauver la Yougoslavie. Évidemment, c'est toujours un peu absurde. Mais en même temps, il le fait. Il s'en va, il fonde le comité, il s'implique dans le comité Québec. Oui, puis il va apporter du papier pour le journal à Sarajevo. Il revient ici, il est investi d'une mission, mais il avait une santé terrible, Pierre Vallière. Il fumait, il buvait, il avait de l'artériosclérose, il avait de la misère à monter la côte Sherbrooke entre Ontario, la côte Saint-Denis entre Sherbrooke. Il prenait un taxi. Il prenait un taxi, il était sur Ontario pour aller sur Sherbrooke. Puis là, il décide de retourner à Sarajevo tout seul. Il embarque des jeunes là-dedans, tu sais, parce qu'ils se disent, ah ben là, lui, c'est un vieux, il doit savoir ce qu'il fait. Ils partent en taxi, ils traversent la Croatie. En tout cas, ils se retrouvent au sommet du mont Iman. Il y a les Serbes qui leur tirent dessus. Ils rampent pour s'en aller à Sarajevo. Je veux dire, il n'en est pas ressorti vivant. Il est pas mort là. Il est revenu, mais là, il a fait des ACV. Il a eu des problèmes. Il est devenu un peu fou. Donc, là, il a échoué sa vie. C'est comme une sorte d'élitement, mais en même temps, ça lui ressemble. Tu vois, il ne peut pas peut-être mourir autrement que comme ça. Et là, on va terminer avec 2 questions. La première, bon, il y a eu la polémique avec Christian Rioux. On en a parlé en début d'épisode, qui défend évidemment Mathieu Bock-Côté. Ces gens-là mangent au même râtelier. Mais il a quand même dit que j'avais beaucoup d'esprit. Oui. Je m'accroche à ça. mais il écrit quelque chose de fantastique. On comprend que l'auteur supporte encore moins de lire sous la plume de l'intellectuel québécois le plus lu en France. Ce qui est faux, ça. Ouais, c'est ça que j'allais... Je n'aime pas l'acharnement contre Mathieu Bock-Côté lorsqu'on le prend pour une pignata et que tout le monde se met à frapper dessus par ailleurs. Mais à l'inverse. Mais à l'inverse, lorsqu'on nous donne l'argument du nombre comme ça. Surtout en France. Non, mais comme si ça voulait dire quelque chose. Il est lu en France, donc il est respectable. L'intellectuel le plus lu. Ouais. Là, à un moment donné, il y avait... Quel était le philosophe jovialiste au Québec? André Moreau. On pourrait dire que c'était le philosophe qui était le plus invité à ad-lib. Ça n'a aucune valeur ça n'a aucune consistance comme argument. Mais c'est faux empiriquement parce que c'est probablement l'intellectuel québécois qui va le plus à la télé en France, mais il n'est pas le plus lu. Ouais. Moi, je le sais, je suis éditeur puis je vends en France. Non, éditeur québécois, auteur québécois. Je veux dire, Normand Baillargeon, il a vendu 100 fois plus de livres. Je sais combien de livres il a vendu. Lui, à peu près les ventes des livres de Mathieu Bock-Côté, je les sais à peu près. Il a vendu... On peut-tu avoir des chiffres? Moi, je pense que son dernier, c'est à peu près 7000 exemplaires aux dernières nouvelles. Peut-être rendu à... qui est bien, hein, c'est bien. Au Québec et en France? Non, en France. Au Québec, c'est autour de 2000. Donc... et Normand Baillargeon? Mais 7000 exemplaires pour 200 entrevues, je ne sais pas combien d'entrevues il a donné, mais il est vraiment passé partout. C'est un ratio qui montre qu'il appartient au monde de la communication puis que son enracinement... Normand Baillargeon, on a vendu plus de 100 000 exemplaires. Puis, je veux dire, Alain Deneau, son livre La médiocratie, on en a vendu plus de 30 000. Je suis à peu près certain qu'Hubert Reeves vend plus de livres. Ça, j'ai pas les statistiques. Puis probablement, je le dis juste pour l'énerver, Charles Taylor. Donc, vend plus de livres. Mais c'est un personnage médiatique considérable. Oui, parce qu'il fait de la bonne télé. Oui. Et en France, particulièrement. Il s'est installé en France, qui est en soi, évidemment, c'est un exploit. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Québécois qui ont réussi à s'installer éditorialistes au Figaro, puis après ça, invité sur toutes les tribunes comme quelqu'un qui va venir parler quasiment de la France. Mais pour finir avec Christian Rioux, parce que Christian Rioux, dans son texte, dit, on comprend que l'auteur supporte encore moins de lire sous la plume de l'intellectuel québécois le plus lu en France une défense de la nation digne des Lévesque, Parizeau, Vadeboncoeur et Falardeau. On n'est pas là-dedans du tout, là, avec le... Mais là, c'est parce que là, maintenant qu'il a dit qu'on ne pouvait pas faire un jeu de piñata avec Mathieu Bock-Côté, je me sens gêné de dire... Non, c'est pas une injonction. Hein. Donc, sortons de la piñata. Non, c'est sans commune mesure. Là, je veux dire, c'est pas de... D'abord, toutes ces personnes-là, ils n'ont pas la même... Je veux dire, Jacques Parizeau, c'est un homme d'action. C'est pas un intellectuel qui écrit des livres. René Lévesque, c'est quelqu'un qui était un vrai journaliste. Oui. Moi, il y a comme un personnage qui se développe dans l'espace. Mais il se prétend pas journaliste. Non, il dit, je suis pas journaliste. Ouais. Mais c'est quoi? Un chroniqueur, moi, quand j'ai été élevé avec l'idée que le chroniqueur, c'est le premier joueur de centre du journal. Ouais. C'est quand t'es rendu chroniqueur, là, c'est rendu quelqu'un qui... C'est l'ailier droit. Ouais. C'est comment il s'appelait dans Lancer compte, celui qui changeait les jackstraps? Nounou? Ouais. Ah non. Mathieu va plutôt parler de l'intellectuel dans la cité. Oui, mais... Donc, on peut dire oui, mais il ne se qualifie pas de journaliste. Non, lui, il se qualifie pas. Non, tout à fait. Il va plutôt se placer un peu comme Normand Baillargeon le fait aussi malgré exactement, la comparaison mais Normand que vous ne voudrez pas faire. Non, mais c'est l'intellectuel dans la cité. C'est pas une carrière journalistique. Non, exactement. Je réfléchis publiquement sur la chose publique. Mais il lui donne son opinion sur plus qu'il réfléchit et donc il éditorialise en permanence. Sans doute. C'est quelqu'un qui est
constamment en train de produire de l'éditorial. Oui. Ce que je voulais surtout dire, c'est que quand Mathieu Bock-Côté tient un discours contre la censure, il va toujours aller prendre ces exemples-là spectaculaires. On a voulu mettre une feuille de vigne sur la face de Christophe Colomb, je sais pas trop quoi dans une version. Mais en fait, le discours qu'il veut libérer, le vrai discours qu'il veut libérer, c'est le discours sur l'immigration. C'est ça son truc, là. C'est, on peut-tu être conservateur sans avoir toutes les digues que la société occidentale a mis sur ce discours-là depuis 70 ans? On peut-tu avoir un conservatisme transgressif, c'est les mots qu'il utilise pour parler de Sarkozy, mais on sent que c'est ça qu'il veut. Et là, il faut pas se laisser abuser, là. C'est ça the real thing. C'est là qu'il s'en va. C'est cette parole-là qu'il veut libérer. Et là, il y a ses meilleurs ennemis qui lui servent. Il y a des bons amis, dont le premier ministre François Legault, qui a dit récemment que c'était un intellectuel de qualité. Et quand il a été pris dans le problème du programme Expérience Québec, la bourde la plus grosse qu'il a commise de dire la Chambre de commerce est contre nous parce qu'ils veulent du cheap labor, mais ça, c'est le discours de Mathieu Bock-Côté. Je crois avoir donné le goût, je l'espère, aux gens de découvrir votre essai Mélancolie identitaire. On rappelle que c'est un essai littéraire, parce que c'est très bien écrit, cela dit, mais ne cherchez pas là-dedans un pamphlet contre Mathieu Bock-Côté, parce que c'est pas ça. Je sais que les gens ont l'impression que c'est un peu ça, mais c'est pas ça. C'est un peu ça quand même, tout. mais c'est pas juste ça. Non, mais oui. Mais il y a une réflexion très large sur les centres d'achat, entre autres avec l'architecte Victor Gruen. Mon Dieu, c'est incroyable. Je vais finir avec ça pour vrai. Juste la dernière phrase, il faut que je la retrouve. Elle est extraordinaire. Qui a créé le concept, parce que vous parliez de Mathieu Bock-Côté qui dit qu'il ne faut pas aller au Carrefour Laval parce que les gens ne parlent qu'anglais. Le Québec français est une fiction. Le Québec français est une fiction. Moi, j'ai dit c'est le centre. Le Carrefour Laval est une fiction en soi. Et là, vous citez l'architecte autrichien Victor Gruen, qui est à l'origine du centre commercial comme on le connaît. L'Amérique ne sera jamais qu'une société où chacun désire s'acheter ce dont il n'a pas besoin avec de l'argent qu'il ne possède pas afin d'impressionner des personnes qu'il ne connaît pas. Je trouve que c'est une très belle phrase. Voilà. Alors, merci Marc Fortier. Je vais vous réinviter, ne serait-ce que parce que vous êtes mon pusher d'essai. Moi, n'importe quand. Non, mais oui, je vais vous réinviter, c'est certain. Mais merci de nous parler de votre livre, qui est une drôle de bébite littéraire. Je dois l'avouer. Là, Vous allez avoir du plaisir à le lire. Moi, je l'ai lu déjà. Maintenant, je parle à vos millions d'éditeurs. Ah oui, j'espère. Oui, bon. Puis c'est le genre, je crois que c'est notre public. C'est le public cible pour ce genre d'essai. Bon, alors, Godefroy Larando, vous êtes encore là? Oui, mais je quitte le réel. Mais oui, on va quitter le réel avec vous? Un petit peu, mais on va revenir après ça à Mathieu Bock-Côté parce que je vais finir par quelque chose que j'ai jamais fait ici, c'est-à-dire un peu d'éditorial, Fred. Non, ça y est. Oui, et on verra bien ce que ça va donner parce que c'était pas vraiment mon mandat, mais ça m'a vraiment tenté cette semaine, alors je me lance. C'est un terrain de jeu, la balado, hein? Oui, mais on a quand même parlé du réel, puis là, on va s'éloigner, on va carrément décoller de la planète, tout simplement. On va s'en aller dans l'espace pour mes 2 premiers sujets. Vous le savez peut-être pas, c'est un sujet qui me fascine. Ah? Ouais, on avait parlé du satellite chinois sur la face cachée de la Lune et j'avais eu c'est une de mes premières chroniques où j'ai vraiment eu un petit buzz là, à approfondir un sujet. Et là, je reviens simplement sur notre ami Elon Musk qui a lancé 60 premiers satellites ce printemps pour créer l'Internet de l'espace. Il en a relancé un autre 60 cette semaine. Et donc, c'est une ce gars-là est il a utilisé la même fusée 4 fois. Ouais. Donc, cette fusée-là qui a lancé la deuxième batch de 60, c'est la même fusée qui a lancé les premiers. Et qu'est-ce qu'il veut nous donner, lui? C'est l'Internet de l'espace. OK. Et donc, l'Internet depuis l'espace, fini les câbles, ça va être une douzaine de milliers de satellites qui vont nous équiper. On est au-delà du 5G, là. Ah, on est beaucoup plus au-delà. On va tourner à je ne sais pas quelle vitesse, mais c'est surtout que ça va être sans fil partout. Oui. Donc, ça va être l'Internet pour les avions, ça va être l'Internet dans les pays où il y a très peu d'infrastructures. D'infrastructures, exactement. Ouais. Et donc, mais lui fait ça pour simplement financer éventuellement, parce que lui, il est convaincu que ça va être rentable, il veut financer ses voyages sur Mars. Ah oui. Bien sûr. Donc, quand je vous dis qu'on s'éloigne de l'Abitibi, c'est pas des blagues. Par contre, il y a une certaine aridité là, de la Terre qui se ressemble. Sur Mars, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est rouge là-bas. Il y a moins de mauvaises herbes. Et donc, c'est ça, lui, s'en va sur Mars. En 2019, recycle la même fusée 4 fois. Ouais. Mais cette semaine, il y a une sonde qui a été lancée dans les années 70 qui a atteint
la limite du système solaire. Ah, ouais. Je te voyais un parallèle entre les deux. Ce gars-là qui est en train de faire des fusées de moins en moins chères, qui trouve ça plus simple, lui, plutôt que de dérouler du filage, ben lui, il envoie 12 000 satellites dans l'espace. Ouais. On est ailleurs, mais les 2 sondes Voyager ont été lancées dans les années 70, fin 70. Ouais. Voyager 1 et 2. C'est des objets qui étaient destinés à une existence de 5 ans. Et pendant l'élaboration du projet, tu sais, quand on parle d'un alignement des astres, ben, c'est une expression, mais dans ce cas-là, c'était vraiment ça. Quelqu'un, quelque part, a dit « Hey, attends une seconde, les planètes sont placées d'une certaine façon en ce moment qui ne se reverra pas d'ici 175 ans. » Et on pourrait utiliser la méthode de la fronde ou du slingshot, c'est-à-dire on utilise la gravité des planètes pour les contourner et accélérer vers d'autres planètes. Et donc, il y avait une situation particulière qui a fait que ce projet-là est né et devait aller prendre des photos des plus grandes planètes géantes et gazeuses qui sont fichtrement plus loin que les autres. Et donc, on parle de Jupiter et Saturne. Mais ces 2 sondes-là, lancées en 1977, alors, imaginez-vous l'époque, des ordinateurs de l'époque, c'était les premiers ordinateurs, l'Apple IIc, là, c'était ça. C'était avec ça qu'on travaillait à l'époque. Moi, j'avais 2 ans. Il y en avait des plus puissants. C'était le premier personnel. C'est pour vous imaginer, pour vous parler de l'époque. Mais donc, ils ont mis ce programme-là en marche et ils ont réussi, en même temps que le programme se développait, à rallonger la mission et à rêver d'aller jusqu'à Uranus et Neptune, c'est-à-dire encore plus loin. Et juste pour vous donner une petite idée, en 1979, ils sont arrivés près de Jupiter, ils ont pris des photos. Saturne en 1980. Voyageur 2, lui, est parti dans une autre direction, est allé jusqu'à Uranus en 86, Neptune en 89, mais donc c'est une mission spatiale qui a commencé dans les années 70 et qui continue encore aujourd'hui. Et ce qui me fascine, c'est que, oui, Elon Musk est impressionnant, mais ils ont travaillé avec un satellite, une sonde envoyée en 77 et ils l'ont reprogrammé à distance dans les années 80, 90. On parle de NASA, là. Oui, mais ils n'ont pas pu changer les processeurs qui sont là-bas, mais ils ont changé la programmation qui pouvait... Et donc, ils ont rallongé la vie de la batterie. Et pendant ce temps-là, c'est ça. Pendant ce temps-là, nos petits téléphones ont été obligés de les changer aux 2 ans. Oui, mais ça... Ils ne capent pas quand on est en Beauce. Non! Ça n'a aucun bon sens. Mais attendez. Je m'insurge. Maintenant que Maxime n'est plus là, oui. Je sens qu'on lui Attendez que vole le Starlink de Elon Musk soit fonctionnel et en Abitibi, vous aurez un réseau extraordinaire. Brancher le parc de la Vérandrie une fois pour toutes. Exactement. On fait des blagues, mais ça risque d'être ça. Mais ce qui, moi, me fascinait, c'était qu'on travaille avec un objet qui a été fait en 77 et qui est toujours là dans l'espace en train d'émettre et de nous envoyer de l'information. Trop loin du Soleil, ce projet-là, pour avoir des panneaux solaires. Donc, ça prenait une batterie qui utilisait d'autres principes. Mais c'est fou. Effectivement. C'est complètement dingue. Et moi, ça m'amène à une espèce de métaphore. Le Soleil qui est en plein milieu de toutes ces planètes-là, c'est lui qui... Tu sais vraiment cette théorie? On n'est pas sûr. C'est son extraordinaire masse et son rayonnement qui fait pivoter dans l'espace notre système solaire au complet et tout ce qu'il comporte. Et donc, il y a des lois de la gravité là-dedans, les lois de la physique, qui sont intransgressables. Impossible à transgresser. On ne peut pas amender. Impossible. Il n'existe pas un photon criminel qui décide de ne plus écouter. C'est plate d'être photon. Hein. Mais on va à la vitesse de la lumière, c'est un avantage. Et on n'a pas de masse. Bon, ça pourrait vous intéresser. Ça peut être le fun, ça. Pourquoi vous me visez en parlant de la masse? Pour les gens au régime, ça peut être le fun de ne pas avoir de masse. Et ce soleil-là qui fait ce qu'il veut, en fait, et qui mène le bal, irradie un vent solaire, donc projette des particules partout. La Terre est protégée de ces particules-là, ce qu'on appelle les vents solaires, par la magnétosphère de la Terre, c'est-à-dire le champ magnétique de la Terre, puisque la Terre a un cœur métallique liquide. À cause du pivot de la Terre, ça crée un champ magnétique, donc c'est extrêmement compliqué. Je ne le comprends pas moi-même. Mais on comprend. Mais quand vous le dites, on comprend. Ça fait plaisir, parce que en le disant, je le comprenais, je ne le comprends plus. La planète Terre aurait été bombardée par ce vent solaire-là si on n'avait pas eu de champ magnétique. Mais ce vent solaire-là crée une bulle autour de tout le système solaire. Et donc, ces particules-là, qui sont des particules atomiques chargées, irradient du Soleil et partent dans tous les sens, donc comme une lumière qui rayonne dans l'espace. Et elle se rend jusqu'à un certain endroit où elles ralentissent ces particules-là. Elles passent d'une vitesse phénoménale, pas la vitesse de la lumière, mais tout de même. Et elles ralentissent très, très rapidement parce qu'elles aboutissent à un endroit où le vent du reste de l'espace, le vent interstellaire qui arrive de tous les autres soleils partout, arrive en sens inverse dans toutes les directions et finit par ralentir ces particules-là. Et les particules solaires, donc, ralentissent et finissent par se réchauffer et à se densifier. Et il y a un moment donné où le vent solaire s'annule
Et là, on passe dans le vent interstellaire et c'est exactement là qu'est la limite du système solaire. Il paraît qu'on retrouve aussi des chroniques de Mathieu Bock-Côté qui n'ont pas été publiées encore. Le système solaire, c'est comme la mère Patrick qui tient ses enfants dans ses bras. Hein? C'est ça. C'est un vent d'un autre type. Oui. Et la deuxième sonde Voyager a passé cette limite-là le 5 novembre. Et donc, on a pas une créature, mais une structure humaine qui est toute seule au fin fond du système solaire. Et qui émet encore de l'information? Oui, et qui est capable de mesurer ce vent interstellaire dont on n'a jamais espéré prendre des mesures. Et c'est ces mêmes sondes-là qui ont pris les meilleures photos de Saturne, d'Uranus. Ouais. Comme quoi, même si on avait les meilleurs télescopes dans les années 80-90 sur Terre ou encore dans notre orbite rapprochée comme Hubble, il n'y a rien qui vaut une vieille patente à gosse des années 70, mais bien placée. Voilà. OK, sonde. Et non pas OK, boomer. Comme ça, c'est pas de l'obsolescence programmée. Non, pas le contraire. C'est une obsolescence étirée au maximum. Non, c'est en fait c'est de la non-obsolescence. C'est une survie programmée. C'est flatteur pour nous, ça. Mais là j'ai vieille patente à gosse des années 60. C'est ce que je pense que ça nous inclut un petit peu tous. Là. Comme les barrages de la baie James. Oui. Et donc, ça me fascine. Oui, donc, il y a une sonde. Imaginez-vous la solitude de cette petite sonde qui est là-bas, mais elle a tout de même... Elle peut s'appuyer sur le fait que les lois de la physique sont toujours respectées. Ouais. Et il y a un endroit où on se sent pas seul et on se sent plutôt menacé. Et là, je vous ramène dans les articles de la presse. Et là, je reviens sur Terre. On nous a parlé dans la presse cette semaine. Je m'excuse pour tous ceux qui ne sont pas de Montréal puis qui s'en sacent, mais il faut quand même le voir. Vous allez être à Montréal un jour et vous allez le vivre. Être piéton à Montréal, c'est extrêmement dangereux. Ouais. Je pense que c'est dangereux partout au Québec. Je pense que les gens à l'extérieur de Montréal peuvent se reconnaître. À Québec. C'est une des seules catégories là, d'accidents et de morts qui est en augmentation. Donc, il y a plus de piétons qui se font frapper, plus de blessés. Et la presse a mis des observateurs à des passages piétons. Ouais. Et donc, ce qu'on a pu voir, c'est que, contrairement à la loi du soleil, la loi du code de la route n'est pas respectée. Non. Et plus de 100 situations en moins d'une journée là, où des automobilistes à un seul passage piéton ne se sont pas arrêtés malgré la présence de piétons qui attendaient un pied dans la rue. Dans certains cas, on comptait jusqu'à 25 automobilistes qui passaient un derrière l'autre avant que le piéton puisse traverser. Et essayez pour le fun de freiner pour laisser passer un piéton, vous allez vous faire foncer dans le derrière et quelqu'un va vous dépasser par la gauche et risque de frapper un piéton. Tout à fait. Et là, ce que je lis, c'est un kidam là, qui commande dans la presse. Même la police n'arrête pas. Et là, je ne peux pas le vérifier, ça, mais ça m'a fait penser à quelque chose et voici, la sentez-vous venir. C'est mon opinion qui arrive. Ah! Enfin! Et voilà, après 30 épisodes, la voici. Vous qui êtes si mystérieux. Mon opinion, ça fait 20 ans que je travaille en CPE et que je me promène avec des groupes d'enfants. Et j'ai des enfants et je me suis promené beaucoup en ville. Je suis automobiliste, j'ai eu une moto, je suis cycliste, je suis piéton. Et il y a une chose que je vois, c'est des policiers qui transgressent les lois, les propres lois qu'elles sont censées appliquer. Et le pire exemple, oui, Fred, on est dans l'anecdote, mais je me paye la traite. J'étais avec mon groupe de 17, on était 17 enfants, 3 éducateurs, on traversait la rue et on s'est fait frôler par une voiture de police à un passage piéton. Et là, j'ai appelé la police et je me suis plaint. J'ai pris la plaque, j'ai pris le numéro de l'auto, puis j'ai dit, je me suis fait frôler par un de vos agents, j'avais des enfants avec moi, il est passé littéralement à 2 pieds de moi. Un enfant, ça échappe sa casquette, puis ça s'arrête. Et là, on a dit, écoutez, on va faire une petite enquête. Et quand ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, vous ne me croirez pas, c'était un garagiste qui conduisait l'auto, c'était pas un agent. Intéressant. Donc, ce n'est pas grave. Moi, j'avais juste le goût de faire le test, de voir est-ce que je peux vraiment appeler la police. Je l'ai fait. Mais depuis ce temps, je remarque toutes les... Peut-être. Il y a beaucoup de garagistes dans la police. C'est pour ça qu'il y a un monsieur avec une moustache qui est assis sur le divan. Peut-être, oui. Non, ça, c'est Larry. Ça, c'est Larry. Mais je remarque maintenant le nombre de fois où un policier dans sa patrouille, dans son autopatrouille, va allumer ses gyrophares pour faire un U-turn, allumer ses gyrophares pour tourner à droite à une rouge. Et fouillez-moi, Fred, mais je suis sceptique. Je ne pense pas que c'est toujours pour des situations d'urgence. Et j'ai appelé... vous allez là. J'ai appelé la police pour leur dire, écoutez, je constate fréquemment qu'il y a des gens en autopatrouille, donc des gens qui ont une voiture, qui sont dangereux là, dans une rue avec des piétons et qui vont avancer dans des piétons qui traversent, vont brûler une jaune et on me dit, c'est parce que vous savez pas, monsieur, mais
Ils mettent pas toujours leur gyrophare, mais quand ils font ça, c'est parce qu'il y a une situation d'urgence. Eh bien, voilà ma thèse, Fred. Il y a des policiers qui n'ont pas d'éthique. Et je suis convaincu... Ça m'étonnerait. Je suis convaincu qu'ils sont une minorité, mais je ne vois que ceux-là, et ce sont les représentants de la loi, Je Fred. me dissocie. Ce n'est pas la balado de Godefroy Lorando, c'est celle de Fred Savard, et je me dissocie de ses propos. Ben voilà. Mais là où je m'en vais, Fred, c'est que tant qu'à inventer des nouvelles... la prison, tant qu'à inventer des nouvelles patentes à gosse qui nous permettront d'aller 6 fois dans l'espace, manger un bagel en orbite, voici ce que je proposerais. Et on sait en permanence où sont les voitures, il y a des GPS partout. On connaît toute la signalisation. Google Maps sait exactement où il y a des lignes pleines, des lignes jaunes. Et il n'y a rien qui nous empêcherait de créer un logiciel. Et on pourrait en équiper certaines autopatrouilles au hasard. On ne dit pas lesquelles, et ça change. Et tout ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'une autopatrouille transgresse une loi du code de la route, il y a une petite veille qui s'allume et éventuellement, on convoque les policiers et on les confronte à « c'était quoi l'urgence à ce moment-là ?» Et on fait ça avec un policier sur 400. Publiquement, sur écran géant, devant toute la population. La façon, on leur demande de s'excuser. Leur teaser pourrait partir. Pas du tout, mais qui surveille la police dans leur voiture? C'est tout simplement ça. Et le but n'est pas de les prendre en défaut puis de les piner, mais c'est de leur montrer que c'est pas vrai. Et d'ailleurs, cette histoire-là se termine parce que je parlais avec la personne de la police et je leur ai dit, la dernière fois que j'ai vu quelqu'un faire un U-turn, un policier, c'était sur Jarry. C'était un U-turn suivi d'un stationnement dans un arrêt d'autobus, donc on n'a pas le droit de s'arrêter. Et c'était pour aller se chercher, je les ai suivis, 2 rouleaux impériaux et 2 soupes tonkinoises au... oui. Mais moi, OK. Est-ce que c'est une urgence? Je ne pense pas. Ben, ça dépend. Il y a peut-être une arrestation à faire après. Il y a peut-être une filature. Ben, moi, je trouve que c'est une belle... Ou c'est une belle ouverture qui va peut-être mettre fin au profilage racial. Ces gens-là mangent des rouleaux impériaux. Oui. Et non pas des beignes. C'est un message d'espoir, Fred. Oui. Mais je suis sérieux. Ce que j'aimerais faire, c'est un échantillonnage, tout simplement, pour que les policiers aussi aient des comptes à rendre et que dans leur voiture, ils donnent l'exemple, tout simplement. Mais c'est intéressant, pour vrai, ce que vous dites, mais malheureusement, je trouve que par rapport à ce qui je trouve plus inquiétant, c'est le non-respect des passages piétons. Je pense qu'il y aurait une job à faire aussi chez les non-policiers. Mais Fred, si on veut tous ces gens-là qui sûrement n'aiment pas que les cyclistes ne fassent pas leur arrêt stop, mais ne font jamais leur arrêt sur les passages piétons. Évidemment, ce qu'on va faire à la Ville de Montréal, comme bien souvent, c'est qu'on va installer des trappes à tickets pour les vélos encore, puis on va faire des pubs à la SAQ pour culpabiliser les piétons qui se font frapper comme des caves alors qu'on va jamais remettre en question l'imbécilité de bien les peut-être parce que j'ai trop travaillé avec les enfants, mais j'ai déjà vu un jour un t-shirt sur lequel c'était écrit « Example, not force » et ça m'est resté dans la tête. Et donner l'exemple, c'est le premier élément, à mon avis, pour un éducateur, pour un directeur d'école, pour un policier. Et si effectivement, moi, je me qualifie comme un law-abiding citizen et je me fais ramasser. Je respecte la loi. En français, s'il vous plaît. Je sais, je vous ai ramassé. Vous respectez trop la loi en vélo. Oui, mais j'ai jamais eu d'accident. J'en ai fait beaucoup, mais je me fais ramasser sur les réseaux, sur les forums de vélo. C'est même pas drôle. Mais je comprends. Mais je vais vous donner un exemple de l'exemple et non la force. Si un automobiliste prend la peine d'ouvrir sa fenêtre et d'engueuler un piéton en le frôlant, ça ne fonctionne pas. Parce que si tu reproches au piéton de ne pas respecter le code de la route, toi, tu es en train de le frôler et donc tu risques sa vie. Donc, tu prends ta pause, tu le laisses traverser et là, tu l'engueules comme du poisson pourri. Pensez-y. Je vais moi aussi donner l'exemple et mettre fin à cette balado immédiatement. Cela dit, ce fut un bel épisode, un des bien gorgeux que j'aime, bien dense, avec beaucoup de réflexion de matériel. Simon Jaudoin, merci. On se lance dans nos kiosques à journaux au coin de la rue pour aller acheter Tourduquebec.ca, vous y trouverez quelque chose de passionnant. Puis on va aller écouter Transmission. Et évidemment, on va mettre les liens pour aller chercher la balado. Godefroy Lorando, merci pour cette belle chronique. Vous avez donné votre opinion. Je trouve ça un peu niché contre les policiers. Mon grand-père était policier. C'est pas contre les policiers, c'est contre je veux sauver leur image. Ben, je sais. Clairement de gauche. Hein? Oui, tout à fait. Vous êtes beaucoup plus gauchiste que votre grand-père. Que je l'aurais cru. Marie-Christine Doran, on peut dire ça? Absolument. Merci de nous avoir... Si vous y tenez. Il n'y a pas un livre à vendre. Oui, j'en ai un. Bon, j'en ai acheté son livre. Non, mais c'est sur le Chili.
Le Réveil démocratique du Chili, qui, selon Aurélie Lanctot, qui a eu l'amabilité de me commenter mon livre en même temps que Eduardo Galeano. J'ai failli mourir d'affection pour elle. Voilà, donc ce livre, pourrait expliquer en partie la crise chilienne en ce moment, en vente chez Zone Libre. On va vous réinviter. Envoyez-moi une copie gratuitement. Absolument, on peut en faire tirer une. Il m'en reste 4. Marc Fortier, merci. Il y a personne qui envoie un message à Aurélie Lanctot gagne un livre. Merci. Merci, Marc Fortier, d'être venu nous parler de mélancolie identitaire. On va mettre toutes les références pour que vous puissiez acheter ces beaux produits culturels et de réflexion. Merci à Larry Dufresne. Évidemment, vous ne l'entendrez pas tant que ça. Le montage va être bien fait, mais ça fut très, très... Si vous entendez un épisode de 5 minutes, c'est parce qu'il est arrivé quelque chose. Évidemment, il faut remercier nos amis de chez SE Concept qui nous permettent d'avoir un matériel de pointe pour enregistrer cette balado, entre autres. Si vous avez des besoins de location quelconque, moi je vais faire des parties de DJ bientôt, là. C'est chez SE Concept que je fais ma location, évidemment. Et voilà, ils sont sur la rue de la Jeunesse. Achetez ces micros. Non, mais on les aime. Ils ont été très fins parce qu'ils nous ont vraiment beaucoup aidé quand c'était le temps de faire une belle transition. Merci à tous les gens qui sont avec nous, qui nous écrivent, qui nous font des suggestions, qui animent la page Facebook, parce que de plus en plus, les gens mettent des liens, et je pense que ça fait cet espace communautaire que je voulais, que je voyais dans ce projet-là. Bien évidemment, il se fait la campagne de financement également qui va très, très, très bien. On est au-delà de 83%. On est jeudi 14 novembre. Il reste 10 jours. Le 24 novembre, ça se termine. C'est 50 000 $ l'objectif. Puis je sais qu'on va l'atteindre grâce à vous. Et merci de participer à la campagne. Et voilà, je vous souhaite une belle semaine. On va préparer un autre gros épisode la semaine prochaine. Donnez généreusement. Donnez généreusement. Voici le fin mot de Simon Jourdain. Merci. Bonne semaine tout le monde.